Je vous ai déjà parlé de RRR, donc je vais pas refaire le truc parce que toujours je trouve que c'est absolument fantastique et génial. Qu'est-ce qui peut être sympa? Est-ce que vous avez des idées de bandes-annonces, de trucs sympas à regarder? Là là là. Cocaine Bear, putain, mais j'ai vu ce truc. C'est quoi Cocaine Bear? Alors on va regarder ensemble. Je vais juste faire une pause. Karim, attention à pas non plus dire que les réseaux sociaux sont l'enfer absolu. C'est le cas de certains journaux, chaînes de télé et compagnie. Il y a plusieurs pros qui sont très contents de partager leur savoir et connaissances gratuitement. C'est étouffé, monsieur Black Baba. Je suis hyper heureux de savoir que tu peux filtrer le juste, le vrai, le juste, etc. Mais en fait, filtrer le vrai et le faux des réseaux sociaux est en fait tout aussi long que de se renseigner ailleurs, quoi. Parce que du coup, et après, moi, je considère que c'est l'enfer. Je considère que ce que c'est devenu, c'est complètement dystopique. Et pour moi, il n'y a même plus vraiment l'argument de... Parce que, en fait, c'est l'argument de... Il y a peut-être une pièce de 5 centimes dans mes chiottes au fond de ma merde. Tu vois, j'ai envie de te dire, tant pis pour les 5 centimes. Tu vois, c'est pas mon raisonnement. Après, c'est pas grave. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Je suis pas votre daron et tout, mais je suis pas dans le bail d'aller fouiller le caca pour trouver un truc intéressant au milieu d'un... Voilà, bref. Mais c'est pas grave. Donc, on va... Alors, je repasse sur cette petite vision-là. Le nouveau Transformers... Il y a un nouveau film Transformers. Ça, c'est génial. Alors, attendez, je veux voir le nouveau film Transformers. Parce que Transformers, je peux parler de Transformers. Rise of the Beast, j'ai l'impression ce que ça me donne en premier. Donc, c'est celui-là. C'est le combientième? Pour être tout à fait honnête, hein, je me suis arrêté au 2. Donc, on va voir. Yes. Eh bah allez. Ah yeah, carrément. Recule. Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, Prime. Les ténèbres approchent. I used to read better magazine. Ça, je m'y attendais pas. Putain, elle aussi. Now you know. De toutes les menaces. De votre passé. Et de votre avenir. Celle-ci est la pire qui puisse être. Qu'ils viennent. Je dois rêver. Je dois rêver. Oh non, je rêve pas. Ok. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Alors voilà, là, c'est aucune surprise. J'ai juste terminé sur Monsieur Black Baba qui disait un truc qui me dit ouais mais toi t'as peut-être pas le même rapport aux réseaux sociaux que moi, c'est pour ça que je suis plus optimiste éventuellement. Mais je pense que oui, parce que effectivement, étant donné que j'ai été, je suis toujours un peu une personne publique. Moi j'ai vu à l'époque des trucs, vraiment des trucs objectivement faux quoi. Sur moi je veux dire, mais des trucs pas des questions d'opinion. Et même pas méchants, c'est pas des trucs, c'est pas des insultes ou quoi, hein. Des trucs faux, littéralement faux, où j'ai vu, je sais que c'est faux parce que, si tu veux, ma perception du réel physique, tu vois, me dit que c'est faux. Mais c'est pas ce qui m'a inquiété, c'est pas de voir des gens dire des trucs faux, c'est de voir pendant des heures, des jours, des semaines, des gens converser, en fait, autour de ce truc faux à la base. Tu vois, et là, c'est le moment où je me suis dit, et j'ai vu très peu de trucs vrais. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Je sais que Caris, alors qu'il n'y a rien à voir, tu vois, mais je sais que Caris a ressenti ça au même moment, en fait, où il disait, mais avant, Caris disait en interview, moi, avant, je croyais aux Illuminati. Jusqu'à ce que je lise plein de gens dire que j'étais un Illuminati.
Et du coup, je me suis dit, bah non, c'est pas possible parce que je sais qui je suis et je sais que je suis pas un Illuminati. Fais-moi, je te jure qu'il y a quasiment rien de vrai sur les réseaux sociaux, c'est une grande blague. Il y a 5% de vrai. Et en fait, après, ça dépend de ce que tu considères comme le vrai et le faux. Mais c'est-à-dire que la quasi-totalité est composée, ce que tu lis, en fait, c'est beaucoup de faux avec un petit peu de vrai dedans pour te faire avaler le faux. Mais c'est quasiment que du faux. Mais en tout cas, voilà. Donc j'arrête de parler de ça et je parle de Transformers. Alors voilà, donc et Michael Bay, il est toujours dans le bail ou pas? Attendez, je vais mettre la page Wikipédia de Transformers. Donc Rise of the Beast. Génial, c'est absolument fantastique. Alors attendez. Transformers. On va parler un petit peu de la saga Transformers, tiens, pourquoi pas. Moi, je connais très peu l'animation Transformers. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà, alors, non, c'est pas celui-là. Transformers franchise. Le dernier, Rise of the Beast. Non, c'est pas... On s'en bat... Alors, lui, je pense qu'il s'est barré il y a longtemps, en fait. Michael Bay fait autre chose. Ça doit être toujours un peu produit par lui, non? Il est quelque part. Il est toujours un peu à la prod, mais derrière plein d'autres noms. Bon, c'est devenu une licence hyper populaire. Moi, ça... Écoutez, moi, les 2 premiers Transformers... Je dis pas que je les aime bien. Mais je dis que il y avait un truc intéressant. En fait, j'aime bien Michael Bay. Voilà. Mais j'aime bien Michael Bay quand il est vraiment Michael Bay, quoi. C'est-à-dire que Michael Bay, ça a rarement été Michael Bay au cinéma. Michael Bay, ça a été Michael Bay que quelques fois. Est-ce que Karim serait pas un Illuminati? Putain, j'adorerais être un Illuminati. Si vraiment les Illuminati... J'adorerais, moi, contrôler le monde, c'est génial. Raconter des histoires et tout. Les gens, ils y croient. Mais non, en fait, j'aime bien... Alors, comme je dis, Michael Bay est rarement Michael Bay. Pour moi, Michael Bay, il est vraiment Michael Bay dans 2 films. En fait, j'ai pas vu tous les Michael Bay. Mais il y a 2 films où c'est le Michael Bay que j'aime. C'est pas ses meilleurs films, mais c'est le Michael Bay. Ces 2 films sont Bad Boys 2 et Pain and Gain. Voilà. Je trouve que Bad Boys 2 et Pain and Gain sont les 2 seules fois où Michael Bay est vraiment complètement Michael Bay et un peu Transformers 2. Il y a un peu Transformers 2 et sinon Pain and Gain et Bad Boys 2, c'est les vrais Michael Bay à donf. Pain and Gain, c'est un peu dingo. Ouais, non mais c'est complètement ouf. J'aime beaucoup. Ah putain, il y a JCUS qui me dit il y a Robert Ospian qui sort un livre sur Michael Bay d'ailleurs. Mais je savais pas qu'il faisait des bouquins, mais je le connais personnellement. Enfin, ça fait des années qu'on s'est pas vu, donc j'imagine il se souvient plus de moi. Mais je connais ce mec. On a des amis en commun. J'ai déjà croisé de nombreuses reprises, mais il y a de ça 10-15 ans. Je savais pas qu'il faisait des bouquins. Bah super. Il en parlera mieux que moi, parce que là j'ai pas révisé. Mais j'espère qu'il en dira du bien. J'espère qu'il défendra Bad Boys 2 et Pain and Gain, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre expérimentaux. Moi, alors vas-y, on va se mettre des petites bandes annonces de ces films-là pour les gens qui les ont pas vus quand même. On va commencer par la bande annonce de Bad Boys 2. Alors moi, je considère que Bad Boys 1 est un très mauvais film. Je suis désolé pour les fans de Bad Boys 1. Je considère que c'est vraiment un film plutôt raté, que c'est plus un film de son producteur d'ailleurs que lui. Mais je trouve que c'est pas très intéressant, Bad Boys 1. Bad Boys 2 trailer. Sinon, il y avait du Notorious B.I.G. en mode un peu la street dedans. Ah, et Bad Boys 3, je m'en bats les couilles. Je l'ai vu, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, j'ai pas trouvé ça ouf. Hop, hop, voilà. Bad Boys 2 trailer. That's my bad. They throwing cars. How am I not see that? The boss. Je trouve ça génial. So you got the drugs. No drugs. So all that is for nothing. Wait, hold on. I mean, we did some of it. Well, I was at a family barbecue. Since 9/11, we've gone high-tech over the water, so the dope runners have gone low. The biggest shipment on record is coming in tonight, and we want to know who's behind it. What could go wrong with that? Review a lot. I can't be in a gunfight every day. We just want to talk. You want to talk? Oh, go ahead. They can't hear you because they're still shooting at you. You all right, man? Bullets, man. Oh, excuse me. You didn't tell Marcus about us. No. Mike, he's my brother, okay? Don't be scared. Whoa, hey, I ain't say I was scared. Just something wrong with your brother. Mike, did you notice when we left, everybody was dead? No, we didn't kill the one dude. This has got to be the worst, most emotional cop week of my life. Yeah, it's been a little rough.
The United States does not negotiate with hostage takers. This is not just a situation. It's my sister. I don't want to know what you guys are cooking up. We ride together. We die together. Bad boys for life. Alors, ouais, voilà. Donc, je sais pas, vous regardez ça en 2022. Est-ce que ça vous paraît un peu... Parce que c'est 2 spies, hein, quand même. Ça va vite, hein, ce film. Bon, il y a effectivement, il y a très peu de plans qui durent plus de 0,4 secondes. J'ai vu les gens dire ça dans le chat, mais c'est vraiment complètement ouf. Il y a tout le film dans le trailer, absolument. Moi, je pense... Tu trouves pas que Six Underground, c'est B avec une carte blanche et tout le pognon de Netflix? Il se lâche moins, je trouve, que dans Bad Boys 2. Dans Bad Boys 2, j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui s'en bat les couilles de tout. Et c'est cool parce que Transformers 2, c'est aussi... En fait, dans Bad Boys 1, on sent que Bruckheimer, il tient les rênes. Dans Transformers 1, on sent qu'il y a Spielberg qui tient les rênes de cette espèce d'animal fou qu'est Michael Bay. Et dans le 2, de chacune de ces licences, en fait, il arrache les rênes. Il crache les rênes à la gueule du producteur, il lui chie dessus, et après, il lui lance un cocktail Molotov comme ça, et il se barre comme ça. Il y a un délire en fait dans ces films-là que je trouve est hyper osé. Moi, j'ai beaucoup de respect en fait pour les gens qui vont jusqu'au bout de leur vision. C'est-à-dire que autant je trouve que des films comme par exemple The Island, c'est une catastrophe. Je déteste The Island parce que le style de Michael Bay est complètement apposé de façon vraiment superficielle sur un récit qui ne le nécessite pas du tout, et ça rend le tout très boursouflé et peu intéressant à regarder. Je trouve que The Island, c'est vraiment nul parce que ça ressemble un peu trop à un film normal. Mais ce que j'adore, c'est que Michael Bay, c'est avant tout un technicien. C'est un mec, c'est un technicien brillant de cinéma. C'est-à-dire qu'il a des très bonnes idées visuelles et que surtout il met les moyens de les mettre en scène de façon vraiment, vraiment. En fait, c'est très bien fait. C'est même il est connu pour ça, quoi. Dans l'industrie, c'est connu pour être Michael Bay. Il sait ce qu'il fait techniquement, quoi. Il maîtrise sa technique. Donc et il y a plein d'imitations de Michael Bay. Si vous mettez les plans, typiquement, le plan du héros qui se lève avec une caméra qui tourne autour. Ça, vous l'avez vu dans tous les films de Michael Bay. Le héros se lève, la caméra tourne autour et ça donne cette espèce de plan iconique qui est peut-être un des plans les plus iconiques de Michael Bay, quoi. Ce plan-ci, vous l'avez vu en fait 1500 fois repompé et mal fait. Et donc, il y a quelque chose que je respecte de ouf en me disant, putain, le mec fait des trucs, les mecs comprennent pas pourquoi c'est cool, mais ils trouvent ça cool et ils essaient de le faire et ils échouent. Et du coup, je trouve que ça, déjà, juste pour ce pur plaisir visuel stérile, hein, complètement vain, je trouve que déjà, je respecte le délire parce qu'en faisant ça, en fait, il oppose un mouvement horizontal hyper rapide avec le personnage qui se relève systématiquement dans le plan. Donc, tu as un mouvement vertical très lent du personnage qui se relève avec le monde qui défile très vite parce qu'il utilise des focales extrêmement longues et que donc il se met très très loin de ses personnages avec la caméra et qui tourne comme ça autour. C'est ça qui donne cet effet-là. Si vous faites le même plan en utilisant une focale un peu trop courte, c'est pathétique à regarder, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que t'as pas l'impression d'avoir le personnage qui se lève comme ça de façon très lente et très lourde face à un monde qui défile très vite. Ce qui pourrait d'ailleurs symboliquement donner lieu à une analyse de ce plan-là, même si j'imagine qu'il le fait juste parce que ça a l'air cool. Ce qui est quand même la base de tout Michael Bay. Je pense que la quasi-totalité de ces direction, de ses choix de cadre et de façon de filmer, c'est juste parce que ça a l'air cool. Mais du coup, en fait, dans cette espèce d'extrême générosité de ce qu'il propose en des termes visuels, il finit par arriver à toucher quelque chose de très juste par rapport à, au monde qu'il décrit, quoi. C'est-à-dire que Bad Boys 2, ça sort, disons, au milieu des années 2000, en 2003, donc c'est juste quasiment au même moment que la guerre en Irak, justement. On revient à ces situations-là. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement juste quant à sa description de ce qu'est l'Amérique, justement, de 2003. Qu'il le fasse volontairement ou pas, encore une fois, c'est pas mon problème vraiment, parce que c'est pas sur ces bases-là qu'il faut, je pense, comprendre le cinéma des gens, parce que en fait, les gens font plein de trucs sans le vouloir. Mais je trouve que si tu devais commander, un cinéaste expérimental des années 70 hyper chelou, un film qui est l'incarnation parfaite de l'hubris et de la prétention de l'Occident au début des années 2000 et la frénésie de son truc. Tu t'engages un réalisateur expérimental un peu barré pour faire un film comme ça, tu lui donnes un budget illimité et tu lui dis la seule contrainte que tu as, c'est que Will Smith il fait des blagues dans des voitures et ça donne Bad Boys 2 en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est tellement outrancier, d'une vulgarité mais qui est hallucinante dans Bad Boys 2 que du coup tu peux pas prendre ça comme autre chose parce que même par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est tellement d'une vulgarité hallucinante. Je trouve que Karim parle très près de la tête de cette pauvre mandarine. Je suis désolé Pépé. Mais du coup
coup, je l'appelle Pépé. Du coup, non, c'est cette espèce de frénésie absolue est en parfaite adéquation avec l'idéologie du genre, mais n'est freinée par rien du tout. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir un accès direct sur le cerveau de Michael Bay et sur son inconscient, quoi, et sur ses pulsions inconscientes. C'est-à-dire que le film enchaîne avec tous les ennemis de l'Amérique. C'est-à-dire que, vraiment, tu commences avec les suprémacistes, t'arrives, c'est des Russes, c'est les machins. Tous les ennemis de l'Amérique, ils s'en prennent plein la gueule. T'as une imagerie qui est d'une vulgarité blasphématoire absolue, où il en a rien à foutre. Tu sais, c'est-à-dire qu'il va te mettre les symboles catho les plus ouf, les christiques, pardon, les plus ouf que t'aies jamais vu. C'est-à-dire que Will Smith, il se lève toujours les bras en croix, mais avec des guns. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si Jésus-Christ, il se réveillait vénère avec des flingues? Ça se passerait. Bad Boys 2, c'est complètement le truc. Il n'y a aucune limite. La morale, elle est à des années-lumière. Dans le film, les mecs, ils se font poursuivre, ils lancent des cadavres. Parce que c'est le concept aussi. C'est le concept des keufs méchants. Bad Boys, c'est des bad boys. Ils font des trucs de flics méchants. Mais ils vont tellement loin dans le délire où ils se lancent des cadavres comme ça. Ils lancent des cadavres, mais c'est des gentils, quoi. Et il y a un truc, c'est blasphème de ouf. Il y a des tonnes de trucs. Et du coup, en fait, cette espèce de démesure complètement désinhibée, je l'ai rarement vu à ce point exprimé dans un film. Pas pornographique, voilà, soit pas classé X en fait. C'est très rare. Et le fait qu'on t'ait fait passer ça pour un blockbuster normal, qui est la suite d'un film d'action avec Checky Cario qui fait le méchant, c'est fou. Les mecs, ils sont allés voir ça au cinéma, ils se sont dit, on va voir un film d'action à la cool, tu vois. Et il y a un espèce de déluge expérimental qui s'abat sur ta gueule où tu comprends rien. Enfin, non, tu comprends pas rien en fait. C'est plus subtil que ça quand même, le style de Michael Bay dans ce film-là. C'est-à-dire que c'est plutôt finaux en fait dans la façon dont il filme les trucs parfois. Mais c'est n'importe quoi. Du début à la fin, c'est n'importe quoi. Le scénar, il a ni queue ni tête. Les mecs, les deux personnages principaux, c'est des enculés. Mais au dernier degré, ils traitent des gens. Ils vont braquer un gosse. Il y a un gosse, un gamin de 16. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me souviens de cette scène de ouf où il y a un moment, il y a un gamin de 15 piges, il drague la fille de Marcus, machin, et il le braque, quoi. Il lui pointe une arme sur la gueule pour lui dire, ouais, on est des oufs et tout. Et même, c'est une blague, c'est tourné en mode, ouais, ils font une blague au gamin. Mais tu fais, mais là, il y a quand même un officier de police qui vient de dégainer une arme à feu chargée sur un enfant. Tu vois, parce qu'il est sorti avec sa fille. Tu vois, c'est complètement barré. Le mec, c'est un fou furieux. Et je trouve que là, on ressent vraiment que le mec est un fou furieux. Il n'a aucune limite. C'est ni Dieu ni maître. C'est un film complètement anard, en fait, Bad Boys 2. C'est vraiment, c'est un psychopathe. Hein. Et ça, tu le ressens dans ce film-là à balle. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien moi Bad Boys 2, qui je trouve a une vraie démarche originale déjà, parce que ça ressemble pas vraiment au film à la mode à l'époque. Oui, certes, c'est surdécoupé, comme voilà, on va dire c'est génération MTV, il y a du Tony Scott, il y a du machin, bien sûr, il y a les trucs de l'époque. Mais là, il pousse les curseurs tellement loin dans le délire, c'est tellement n'importe quoi que moi je trouve que c'est hyper généreux. Il y a des trucs vraiment en termes comment dire, il y a même des trucs où tu sens que c'est un enfant. Enfin, t'as l'impression de voir un gamin te donner ton point de vue sur les obscénités de l'Amérique des années 2000, quoi. Il y a des scènes où c'est vraiment, je veux plus de voitures. C'est un mec, il a des Hot Wheels. Non mais plus de voitures, mais plus de voitures. Et le mec aux effets spéciaux, il fait ouais, je vais mettre une voiture là, je vais mettre une voiture là aussi. Ça rend super bien. Je mets au défi les gens de faire la différence entre les fausses bagnoles et les vraies bagnoles qu'il y a dans les plans. C'est vraiment très compliqué et c'est vraiment plutôt bien fait. Donc j'aime bien Bad Boys 2 parce que c'est pour moi vraiment, c'est un film d'auteur. Voilà. Déguisé en blockbuster. C'est vraiment, et je pense que ça répond à peu près à toutes les définitions du film d'auteur. Après, on pourra vous rétorquer que ça peut pas être un film d'auteur parce qu'il coûte trop cher ou qu'il est pas pur idéologiquement, parce que du coup, c'est. Mais ça, moi, je trouve ça absurde. C'est un film d'auteur. C'est vraiment l'expression d'un auteur sur le monde qui l'entoure. Conscient ou pas, je m'en fous. C'est vraiment c'est Michael Bay qui donne sa vision du monde dans lequel il évolue et qui le fait vraiment sans aucune laisse, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est un pitbull dans la fosse. Il est là pour arracher des couilles. Il n'a pas envie du tout de se prendre la tête. Et vraiment, je trouve que c'est très rafraîchissant et c'est rare, en fait, les films qui vont aussi loin dans le truc. Et ensuite, je vais vous mettre la bande-annonce de Pain and Gain, du coup, qui est un autre film que j'aime beaucoup pour sa vulgarité et son jusqu'au boutisme, qui est très intéressant et qui, en plus, a un côté métatextuel qui, du coup, je trouve, est assez rafraîchissant. Avant de faire ça, je vais juste remercier les quelques personnes qui ont sub, parce qu'ils sont très sympathiques et que sans vous, je ne suis absolument rien. Vous me dites quoi? Vous me dites... Putain, merde, ça fait longtemps que je vous ai pas remercié. Je suis absolument désolé. Je crois que le dernier que j'ai remercié, c'est Golgoth Morzok. Et j'ai pas remercié Alpha Riku qui a sub juste avant, ni même Mayles Crypug qui me dit « Eh bonsoir !» Docteur Juge, je te remercie par contre. Donc je pense que c'est là. À votre 51, je crois aussi. Toulac aussi. Hein.
Je crois que je vous ai remercié. Si je vous ai pas remercié, je suis vraiment désolé. Et sachez que je vous aime, c'est pas contre vous. C'est vraiment parce que les choses vont vite. Il y a aussi The Skipjack 95 qui a sub, Iskandar, Mati Lunky qui me dit salut à toi. Il y a Youkou Léniniste qui a sub, il y a El Indécis qui a sub, FlexU, Jean Pamplemousse a sub également, Philippe des To Be Free a sub, Alghost aussi, Ulrak a sub également. Tu me dis je t'aime, tu es très beau et je suis sûr que toi aussi. Sourcil a sub également. Il me dit Transformers 2 est sans doute ma pire expérience de cinéma. C'était sans doute une erreur de ne pas avoir débranché mon cerveau avant d'entrer dans la salle. Non, je vais pas les défendre sur cet axe-là. C'est pas ma défense. Et Transformers 2, je trouve pas ça ouf. Hein. Soyons d'accord. Je le trouve intéressant, mais je trouve pas ça ouf. Il y a des trucs vraiment nuls dans Transformers 2. Mais Bad Boys 2, je trouve ça vraiment ouf. Par contre, merci à toi Naxaros pour le sub. Merci à Albatros Vache pour le sub également. Tu me dis coucou. Merci à Jimmy Conway Alb qui a toujours fantastique pseudonyme que j'aime beaucoup. C'est ton 10e mois de sub. Tu me dis bien le bonsoir Karim. Je t'embrasse très fort. Alti Studio, t'es hyper généreux. Tu viens d'offrir 5 subs à Kargan, Comme le Pain, Arclay, Eknal et Atot. Bienvenue à vous tous les amis. Merci à toi Alti Studio pour ta générosité. Merci aussi à toi Calipix pour ton sub. Tu déchires. Sinon oui, je me permets de rester un peu plus longtemps aujourd'hui parce que je suis tout seul, que ma chère et tendre est chez une amie et que donc j'ai le temps. Donc, on va regarder la bande-annonce de mon deuxième gros film que j'aime bien de Michael Bay qui est Pain and Gain. Donc, traduit de façon extrêmement étrange par No Pain, No Gain en français. Ça, c'est hyper chelou. Je comprends pas. Si vous avez l'explication de ce titre, en fait, je ne comprends pas. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'ils aient traduit ça comme ça. Mais donc en français, ça s'appelle No Pain, No Gain. Mais en vrai, ça s'appelle Pain and Gain. Et c'est un film de Michael Bay qui est sorti du coup en 2013 et que j'apprécie énormément. On va pouvoir en discuter rapidement. Voilà, c'était... Oh non, je voulais pas remettre la bande-annonce de Transformers, je suis absolument désolé, on va repasser en plein écran. Et donc voilà, donc en vrai, Pain and Gain, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est un excellent film. Je trouve même en vrai que c'est le meilleur film de son auteur. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouve ça super, même si là ça a commencé sur une conversation sur Transformers et puis on est passé sur autre chose, mais bon, c'est Michael Bay, c'est un peu Transformers aussi, hein, c'est important pour lui. Merci beaucoup à toi, Keiso, tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, salut le chat, merci pour la bonne humeur et ce flow toujours autant incroyable, c'est très gentil, je te fais des gros bisous. Merci à El Chibre Loco, donc la bite folle, hein, c'est comme ça que tu t'appelles. Merci à toi la bite folle pour ton sub, et tu me dis quoi? Des bisous du cousin consanguin de Cacao Loco, effectivement. Le célèbre Cacao Loco, le chocolat fou. Merci à toi Jean Varan. Putain, je suis passé à Rennes, une aparté qui n'a rien à voir. J'étais à Rennes il y a pas si longtemps que ça avec ma chère et tendre, et on est passé devant un établissement, donc un bar, qui s'appelle le Loco Loca. Le Loco Loca. Alors je sais pas où c'est pas une pub, hein, je suis pas entré, mais du coup le Loco Loca, pour les gens qui connaissent, est-ce que c'est un truc qui est underground? Est-ce qu'il faut aller sous le sol? Parce que du coup en fait, Loco Loca, ma chère et tendre s'en est rendu compte en fait, et j'étais mort de rire, ça fait le Foufol. Et est-ce que le Foufol, est-ce que la blague c'est que c'est un bar fouterrain? Je ne sais pas. Si c'est le cas, je fais un gros big up au Loco Loca à Rennes, parce que je trouve que c'est une des meilleures vannes de bar que j'ai jamais vues de ma vie. Si c'est ça, ce sont des génies. J'aurais jamais pensé à ça. Voilà, donc il y a le Loco Loca. Tout ça, pourquoi t'es pas entré pour vérifier? Parce qu'on avait des trucs à faire. Mais voilà, donc j'adore Pain and Gain. Non, malheureusement, c'est un bar normal et un peu cher, me dit Swan 2501. Putain, merde. Karim, je comprends rien, il n'y a pas la VF. J'ai pas regardé en VF, je suis désolé, j'y ai pas pensé d'ailleurs. Mais c'est pas grave, je vais te raconter ce que ça raconte. Allez, on commençons là-dessus. Donc, Pain and Gain, c'est, et attention, suivez bien mes doigts, tiré d'une histoire vraie. Voilà. Je refais un tiré d'une histoire vraie, voilà, qui met en scène donc des fans de bodybuilding, des bodybuilders. Ah, je crois, c'est en Floride, je crois que c'est même à Miami en fait. C'est à Miami, parce qu'il y a même un plan sur Miami, qui dans les années 90 ont commis un certain nombre d'actes illégaux, voilà, qui en fait se sont arrangés dans un espèce de business où donc il y a des meurtres dans le truc, mais en gros le gros truc qu'ils ont fait c'est choper un mec, le torturer en gros et le forcer à signer des papiers pour leur donner accès à sa fortune en fait, parce que le mec était très riche. Voilà. Et c'est lui c'est joué par Tony Shalhoub, c'est ça le mec de Monk. Et en fait ils l'ont torturé du coup et ils ont fait en sorte qu'il leur accorde le droit à ses assets. Et ensuite ils ont dilapidé son argent dans tous les sens, sauf qu'une chose en entraînant une autre, ils sont arrivés à commettre des crimes encore plus graves que ça, à savoir ils sont allés jusqu'au meurtre et ils ont fini par se faire choper. Donc ça c'est à peu près voilà, vaguement ce qui s'est passé. Évidemment il y a plein de rebondissements dans cette histoire-là, elle est beaucoup plus compliquée que ce que je viens de vous en faire. Et donc Michael Bay décide d'adapter cette histoire vraie sous la forme d'un long métrage qui du coup en fait est simplement un prétexte à une espèce de conversation qui se fait sur justement sur encore une fois les États-Unis, mais
Et c'est très, quelqu'un disait c'est très USA. C'est complètement, c'est évident. Ce sont des films qui parlent de l'Amérique, hein, mais de toute façon tout Michael Bay parle de l'Amérique. Mais après vous pouvez pas, à aucun moment, c'est inimaginable pour moi de reprocher à un cinéaste de parler du monde qui l'entoure. C'est très étrange comme critique. C'est genre tu parles quand même beaucoup de ce que tu connais et de ce qui est proche de toi. Oui, c'est parce que c'est un être humain. Mais du coup, donc il raconte cette histoire-là avec des grandes libertés. Mais ce qui est intéressant dans le film et ce qui fait que je l'adore. Alors, il y a deux trucs que je trouve intéressants. C'est son traitement du réel. Parce que il y a une différence entre le réel et le vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de je sais pas si c'est un genre de film, donc tiré d'une histoire vraie un peu sordide, ou qui met la bêtise humaine au centre de son récit. Je ne sais pas si ça a un nom, ce type de film-là, mais je mettrais tout à fait genre Fargo, même si Fargo, c'est pas vraiment une histoire vraie, mais justement, ça joue sur cette idée-là, des frères Cohen. Ça met aussi, je mettrais des films comme Alpha Dog, par exemple, dans ce délire-là. Bully aussi, de Larry Clark. Vous voyez, ce genre de truc, où c'est des histoires absolument sordides qui se passent, qui sont peut-être un peu vraiment passées, mais pas exactement comme ça. Et au centre du tout, il y a des erreurs stupides faites par des êtres humains qui ne font... Burn After Reading, typiquement aussi, voilà, ce genre de film-là, quoi. Et je sais pas, c'est un genre ou pas, où je dis... je sais pas si c'est un nom... Enfin, c'est un genre, pardon. Est-ce que c'est un nom, ce genre? C'est un truc? J'en sais rien, je sais pas. Mais il y a plusieurs films comme ça qui jalonnent un peu l'histoire du cinéma, et c'est un genre de film, en fait, que j'aime beaucoup. Parce que là, par exemple, les films que je viens de vous citer sont des films que j'apprécie énormément. Fargo, c'est un de mes films préférés de tous les temps, par exemple. Même si Fargo, c'est encore un peu différent, parce que justement, ça joue sur ce concept de réel. Ce qui est très intéressant avec ces histoires-là, c'est que les histoires sont tellement, dures et hardcore, en fait, à la base, que du coup, c'est compliqué de les traiter au cinéma, parce qu'il y a toujours, évidemment, le cinéma c'est aussi un peu du divertissement, donc se pose une question de morale éventuellement, et aussi se pose une question du rapport que tu entretiens avec le réel et avec le vrai, avec ce que tu considères la vérité. Et du coup, c'est intéressant de voir comment les cinéastes traitent un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire que certains vont plutôt essayer d'être à peu près fidèles à ce qu'ils comprennent être le réel, et d'autres pas du tout, vont même consciemment détourner la vérité, mais pas forcément. Je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise chose. Ce film-là, Pain and Gain, du coup, fait passer en fait la victime de ce kidnapping pour quelqu'un d'assez abject. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement classiste, dans le sens où il a un vrai dégoût des pauvres, en fait, le mec en question, quoi. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire du mal des pauvres, et à un certain degré, c'est aussi ce qui fait péter la dernière un peu barrière morale des gens qui vont le kidnapper, en disant, mais de toute façon, on fait du mal à un connard, en fait. Il s'avère que cette personne, du coup, ayant vraiment existé, et s'étant vraiment fait torturer par des vrais gens, et lui et sa famille ont même attaqué juridiquement Michael Bay pour la représentation qu'il fait de ce mec-là en vrai. Est-ce que ce mec-là était un vrai connard ou pas? De toute façon, que ce soit le cas ou pas, personne ne mérite de se faire évidemment torturer, donc la question se pose de toute façon pas. Lui ensuite, il a écrit un bouquin justement pour parler de comment lui il a vécu l'événement. C'est un peu compliqué. Et effectivement, en tant que cinéaste, Michael Bay quand même prend ce truc. Alors c'est pas étonnant par rapport à qui est Michael Bay, mais prend ce truc-là de dire mais en fait moi ça m'intéresse pas vraiment cette histoire, même si elle est quand même complètement ouf, parce que pour tout vous dire. Il y a un moment assez fameux dans le film, je sais pas si je vous spoil ce qui se passe, il se passe un événement absolument répugnant en termes visuels même de ce qui se passe. The Rock fait quelque chose d'absolument abject dans le film. Est-ce que je vous spoil? Non, parce que peut-être vous l'avez pas vu, donc je vais pas vous spoiler, ça se fait pas. Je parle du barbecue. Vous captez le barbecue ou pas? Le bricolage déjà c'est ouf, mais vous avez le barbecue pour les gens qui l'ont vu? Voilà, vous dites le barbecue, oui c'est le barbecue. Donc voilà, il y a cette scène là du barbecue pour les gens qui ont vu le film, sinon regardez le film, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Mais en fait cette scène du barbecue, c'est l'occasion pour Michael Bay, de façon complètement métatextuelle, de rajouter un carton sur l'image du film, en disant ce que vous voyez est toujours tiré d'une histoire vraie. Parce que le truc qu'est en train de faire The Rock en fait avec ce barbecue est tellement abject que du coup c'est un moment de recul que tu prends par rapport au film en disant waouh, c'est quand même chaud là. Parce que déjà tout ce qu'ils font avant c'est hyper chaud, hein. Mais là c'est chaud. En fait c'est très drôle parce que je fais une parenthèse, je reviens là-dessus juste après, mais il y a une scène qui me fait mourir de rire. C'est que du coup en fait à un moment il se déguise pour aller, je crois, le buter parce qu'il est à l'hôpital, et il se déguise en infirmier pour pouvoir le piéger, sauf que les mecs c'est des baraques de ouf, ils se déguisent en infirmier et ils vont à l'hôpital avec des ballons. Et je crois que ça c'est vrai, je suis pas sûr, mais je crois que les mecs ont vraiment fait ça avec des ballons, quoi. Mais c'est des infirmiers. Du coup, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Mais du coup, ce truc-là du barbecue, en fait, c'est l'occasion pour lui de remettre un carton métatextuel pour dire non, ce que vous voyez est toujours une histoire vraie.
Sauf que en fait, cette scène-là ne s'est jamais vraiment passée, que le personnage de The Rock n'a jamais vraiment existé, puisque le personnage de The Rock est en fait un personnage somme qui mélange plusieurs gens qui ont vraiment existé, mais pour faire un mec qui n'a jamais existé, il fait quelque chose qui s'est pas vraiment passé, ou en tout cas pas dans cette situation-là, pas dans cette condition-là. Donc on peut arguer, et probablement à juste titre, hein, ce que je dis est pas... on peut dire, voilà, c'est le truc le plus malhonnête que tu puisses faire, lors d'un film qui est supposément tiré d'une histoire vraie, mettre un carton pour rappeler aux gens que c'est encore tiré d'une histoire vraie, parce que l'événement que tu es en train de regarder est complètement absurde et fou, et qu'en fait c'est vraiment tellement absurde et fou qu'en fait en vrai c'est plutôt faux. Mais du coup il y a un rapport au réel qui est important. C'est-à-dire qu'en fait en faisant ça, en prenant cette histoire et en se disant on s'en fout du réel, de ce que je suis en train de raconter, ça décrit quand même une forme de vérité sur la société qu'il décrit. Okay, le film, par exemple, auquel je pourrais le comparer, ce serait Bully de Larry Clark. Pour ceux qui n'ont pas vu Bully de Larry Clark, alors c'est hyper hardcore aussi, hein, franchement, ces films-là, il y a des trucs qui se passent. Encore Pain and Gain, c'est un peu fun. Bully de Larry Clark, c'est désespéré, c'est vraiment hardcore. Mais du coup, Bully de Larry Clark, ça raconte une histoire absolument sordide qui a aussi eu lieu en Floride, comme quoi. Et je crois que Alpha Dog aussi, non ? Il n'y a que Fargo qui se passe dans un autre endroit des États-Unis. Mais du coup, ce truc-là qui s'est passé donc, en Floride, que raconte Larry Clark dans Bully, c'est une histoire absolument abjecte d'un groupe d'adolescents qui, du coup, assassinent un de leurs potes parce que leur pote est une merde, mais pour le coup, vraiment une merde, qui fait des agressions, on le voit faire des agressions sexuelles, des viols, machin, etc. Donc c'est vraiment une énorme merde. Il est présenté comme ça par le film. Mais du coup, ses potes décident de l'assassiner, en fait. Donc ils engagent un mec qu'ils pensent être un assassin, mais qui en fait n'est pas vraiment un assassin professionnel, qui est un vague gars qui traîne avec des gangs vite fait, mais qui est pas vraiment un criminel, mais qui dit ouais moi je sais tuer des gars. Et en fait du coup ils vont buter ce mec là, et au fil du film en fait ils finissent évidemment par se faire choper, parce que c'est le cas dans la vraie vie, ils se sont fait choper. Et du coup ils se font le truc intéressant dans Bully, c'est qu'ils se rejettent un peu tous la balle. C'est-à-dire qu'ils disent, mais moi je l'ai pas tué, je l'ai juste attiré à l'endroit où il s'est fait assassiner, mais c'est pas moi qui ai mis le coup. Alors le mec qui a mis le coup, il dit ok c'est moi qui ai mis le premier coup, mais il était pas mort au moment où je l'ai juste frappé, le mec était encore en vie visiblement. Le mec qui l'a achevé, il dit mais de toute façon il allait crever. Donc et c'est que des trucs comme ça en fait, où finalement ils se sont tous dédouanés, ils ont tous repoussé la faute sur quelqu'un d'autre, mais en groupe ils ont commis ce crime. Et en fait, cette histoire-là est un peu plus shady que ça. Il y a des histoires de gangs, aussi de trucs de rites de passage dans des gangs criminels, etc., qui n'est pas du tout évoqué dans le film. Quand vous commencez à vous renseigner un peu, c'est très shady comme histoire, c'est très bizarre. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant dans le cinéaste traite cette histoire-là, pas parce que il veut une retranscription juste et vraie des événements qui se sont produits, parce qu'en vrai, la vérité, il n'était pas là, donc il peut pas la voir de toute façon. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est de décrire quelque chose sur cette espèce de je repousse la faute sur quelqu'un d'autre, qui là est un thème qui l'intéresse et qu'il considère comme une forme de vérité sur la société qu'il décrit. Donc du coup, il y a cette espèce d'opposition entre ce que tu décris, est-ce que c'est vrai, mais est-ce que c'est réel, et est-ce que finalement la véracité technique en fait, est-ce que vraiment le fait de retranscrire absolument de façon parfaitement juste ce qui s'est produit, déjà est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas là pour voir les trucs, il est forcément il y a des intermédiaires, donc il peut pas être complètement juste par rapport au réel, et étant donné que c'est plutôt impossible, est-ce que c'est pas plus pertinent pour dire une vérité sur le monde, de s'éloigner de la vraie histoire pour par contre développer des personnages qui disent des vérités sur le monde? Bon, c'est une question, en tout cas, que vous pouvez vous poser, à laquelle j'ai vraiment pas de réponse. Hein. C'est juste vraiment un truc que ça m'évoque quand je constate la démarche de ces cinéastes-là, et que je pense à un truc intéressant à développer. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qui est bien, mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, de fait, voilà, c'est ce que Michael Bay décide de faire, avec l'outrecuidance absolument hallucinante de même mettre des cartons métatextuels qui sont vraiment faux. Tu vois, c'est une forme de mensonge direct, quoi, qu'il adresse directement au public. En étant non seulement conscient que c'est un mensonge, mais aussi, j'imagine, conscient du fait que les gens vont de toute façon savoir que c'est un mensonge. Donc il y a une espèce de démarche hyper bizarre, mais je trouve que du coup ça colle extrêmement bien avec le fait qu'il décrit un univers qui est l'univers du faux, quoi, du paraître, de l'apparat. Et en fait, étant donné qu'il est dans cette description-là de ce monde-là, je trouve que le fait d'ancrer son film dans quelque chose comment dire, il se permet une exploration du faux dans ce film, de tout ce qui est faux. C'est des faux sentiments, ces personnages-là sont faux, leur corps est un peu faux, tout est un peu faux. Et du coup, je trouve que ça, c'est intéressant, en fait, d'aller tellement à fond dans ce truc-là que le film même devient un film faux. Je trouve que c'est intéressant. Ce que je dis n'est pas un absolu, et vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord, même moral, avec ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je considère du coup que c'est un film intéressant, et d'autant plus intéressant que le faux qu'il décrit, il le présente, étant donné la situation, enfin, ce qui se passe dans le film. En fait, les personnages qu'il montre,
sont des personnages qui ont grandi un peu avec le cinéma de Michael Bay, ou un cinéma qui ressemble à celui de Michael Bay. Et c'est hyper intéressant de voir que du coup, ces gens-là, et c'est très bien, c'est symptomatique dans le film, Mark Wahlberg, à un moment en bagnole, donc The Rock lui dit mais on peut pas tuer des gens, on sait pas faire, on n'est pas vraiment des assassins. Et Mark Wahlberg lui dit t'inquiète pas, j'ai vu plein de films, je sais comment ça peut se gérer quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est une réflexion de Michael Bay sur des personnages qui potentiellement se projettent dans des films de Michael Bay. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant en termes d'intertextualité. Je trouve que pour le coup, il y a une démarche de vrai cinéaste derrière. Par ailleurs, il y a aussi une mise en scène qui est tout aussi frénétique et tout aussi barrée que ce qu'il a l'habitude de faire Michael Bay, mais cette fois qu'il arrive à charger un peu plus de sens, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plans où vraiment tu peux faire des arrêts sur image sur des plans et te dire tiens, ce plan-là, il est signifiant en fait. Il va cadrer de cette manière-là les personnages. Il va déformer les corps, évidemment. L'évidence, c'est quand vous avez vu la bande-annonce, c'est le moment où le biceps je vais vous le remettre vite fait pour que vous captiez ce dont je parle. Mais évidemment, ne serait-ce que le début de la bande-annonce, où donc il est en train de faire des abdos, machin, et vous voyez qu'en fait, il est... Non, on le voit pas, merde, c'était avant, pardon. Voilà, il est littéralement le biceps du truc. Ce plan-là, par exemple, c'est le moment où Michael Bay même commence à se dire tiens, est-ce que je peux pas, dire des choses avec la façon dont je filme les trucs. Voilà, ce qui est une évidence pour à peu près tous les cinéastes, mais dans un cinéma de divertissement aussi assumé comme étant du divertissement pur, c'est pas si évident que ça de mettre en scène ce genre de truc. Et le fait que lui-même ne soit plus qu'un muscle, en fait, c'est déjà une démarche de cinéaste, ça. Ça, c'est un plan qui existe comme un plan signifiant, quoi. Donc, c'est pour ça, quand vous dites Michael Bay, c'est pas juste un faiseur d'images. En fait, il y a du sens dans ce... Mais c'est juste que, comme c'est couché dans des récits qui sont très bas du front, un peu teubés, que ces personnages, ils sont un petit peu dans la réaction, et qu'en plus, c'est ultra cut, etc., c'est dur de percer cette coquille-là de vanité pour arriver à trouver un petit peu de substance à l'intérieur. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y en a dans ces films. Et il y a un autre plan qui est très symptomatique du film aussi. Par exemple, donc tous ces plans sont très intéressants en plus. Hein. Le corps, voilà, qui s'effondre sur... Enfin, il y a plein de choses à dire sur la façon dont il montre les corps dans ce film-là, puisque ça concerne évidemment le bodybuilding. Et The Rock a un corps qui est complètement surréaliste, quoi, qui ne peut pas, selon moi, être... c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi, ce corps. Voilà. Ça doit être parce qu'il boit des super boissons énergisantes. You just can't kidnap a guy and take his things. That's so illegal. Je sais plus où il y a ce plan, merde. Voilà, celui-ci. Ça, c'est un plan aussi qui est signifiant. Là, il y a une vraie intention de mise en scène de la part d'un réalisateur. Alors, vous pouvez dire, oui, par rapport à Tarkovsky, ouais, mais on s'en fout, là. On n'est pas dans du cinéma expérimental. On n'est pas en train de... Voilà, c'est pas un film qui est destiné à un festival. C'est du film très, très populaire. C'est du gros divertissement qui tâche. Et du coup, ça, en fait, le fait de déformer son corps avec de l'eau qui bouge et de voir ses muscles, du coup, se déformer, ça aussi, c'est un plan, en fait, qui est signifiant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce film-là. Pareil, et ça colle très bien. En fait, sa vitesse aussi, cette espèce de puissance cinétique dans le cinéma de Michael Bay. Le fait qu'il utilise, je trouve... vraiment de façon assez juste les longues focales pour avoir des fonds qui sont juste des traits en fait de vitesse. Ça, c'est un truc qui est très répandu dans son cinéma. Ça aussi, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose sur la façon dont les personnages vivent leur aventure. Là, c'est clairement des mecs qui sont coqués, quoi. C'est-à-dire que là, les mecs, ils sont complètement barrés de faire des trucs complètement ouf. Ils sont tous engrainés dans un bordel hyper hardcore. Et la plupart de ces mecs-là sont même pas vraiment conscients de la dimension sordide de leur entreprise, quoi. Et donc, du coup, eux, c'est des gars, ils traversent la vie à balle. Donc, c'est vraiment très intéressant, en fait. Ça devrait plus être réfléchi, en fait, Michael Bay. C'est très bien qu'il y ait des bouquins. Donc, Robert, si tu m'entends, c'est très cool que tu fasses un livre sur le cinéma de Michael Bay. Il mérite d'être plus réfléchi. Je sais que des gens comme Stéphane Moïsakis aussi ont proposé pas mal de réflexions autour du cinéma de Michael Bay. C'est aussi très intéressant de se rendre compte de ça, parce que, en fait, si vous snobez ce genre de truc en vous disant non, mais c'est du cinéma débile fait pour les débiles, vous comprenez pas que ça a vraiment fait partie de la culture des années 2000, 90-2000, en fait, Michael Bay, et que ça a forgé une certaine forme de cinéma de divertissement qui est, que vous l'aimiez ou pas, n'est même pas la question, qui est forcément à considérer comme étant important, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez pas snobber le cinéma de Michael Bay en disant c'est juste un faiseur comme il y en a plein d'autres et tout. C'est vrai que, genre, c'est pas des mecs, c'est pas... Antoine Fuqua, c'est vraiment... je sais pas pourquoi je prends lui, c'est peut-être un peu méchant, je suis désolé pour Antoine Fuqua, il a pas fait que des trucs nuls, mais je veux dire, c'est pas des cinéastes un petit peu qui n'ont pas eu trop d'influence dans l'histoire du cinéma. Michael Bay, c'est une pierre angulaire du cinéma de divertissement de cette époque-là, quoi, de la fin du XXe siècle. Donc il faut le considérer comme ça, sinon vous comprenez pas. Après, vous pouvez snobber le mec parce qu'il met des explosions et des trucs que vous considérez débiles, mais c'est pas snobable pour moi. Ça c'est important de comprendre le cinéma de Michael Bay pour comprendre l'époque à laquelle il officie, en fait. Voilà. Podcast rétrospectif sur Bess de Capture Mag, effectivement, je l'ai écouté, il est super, hein. Et il y a plein de films. Moi, après, il y a des films
que je trouve rincé. C'est-à-dire, il y a des films genre comment dire, qu'est-ce que je pourrais le pire peut-être bon, Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est la limite de son système où vraiment là, il vend un film sur un plan qui est par contre absolument très impressionnant et complètement ouf. Mais le reste du film, c'est et puis surtout ça passe après, ça essaye d'être Titanic et c'est pathétique quoi. Pearl Harbor, c'est pathétique. Il y a des films de Michael Bay que je trouve horribles en fait. The Island, je déteste ça. Il y a des trucs que je déteste vraiment. Mais par contre, quand vous vous intéressez vraiment au film où il a plus eu le droit de s'exprimer, c'est-à-dire Bad Boys 2, Pain and Gain, certains moments de Transformers 2 où il pousse le curseur très loin en termes de vulgarité aussi, où là ça va être des blagues pipi caca dans une licence hyper importante comme Transformers, ou le côté un peu sacré qu'apporte Spielberg à la prod du premier Transformers, des créatures, etc., se voit bafoué dans Transformers 2, où là c'est étrange à quel point il est presque anticlérical dans sa démarche de traiter les grandes icônes en fait. Donc il y a des trucs intéressants, même si Transformers 2, il y a des trucs que je trouve imbitables, mais il y a des trucs intéressants dans Transformers 2 aussi. Voilà. Opinion, tous les cinéastes essaient de dire des trucs, même les faiseurs, mais certains y arrivent plus ou moins, avec plus ou moins de talent et de finesse. Effectivement, moi tu sais, c'est pas de la, comment dire, c'est pas une forme de relativisme en disant tout se vaut, comment il n'y a pas de vrais trucs bien ou de vrais trucs faux. Moi je considère que quelqu'un a produit un film qui a pris des années de sa vie, probablement parfois des mois, quand bien même il l'a fait dans une démarche d'exploitation pour payer son loyer ou ses problèmes avec les impôts, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Comme je vous dis, moi je suis quelqu'un et plus le temps passe, plus je suis quelqu'un qui a envie de se détacher du métatexte parce que je pense qu'on peut pas comprendre les films si on est toujours attaché au fait de tiens, lui les a fait, etc. Même si je suis obligé de le faire parce que par réflexe en fait. C'est-à-dire que évidemment là j'ai lancé par exemple Wednesday. On peut parler de Wednesday, tiens, on peut se remettre la bande-annonce de Wednesday. J'ai vu que le premier épisode, donc ça peut être une autre thématique, mais je peux pas me détacher du fait que c'est Tim Burton en 2022. J'ai beaucoup de mal à faire cet effort-là et j'aimerais le faire en fait, mais je peux pas me détacher de qui je suis. Et c'est compliqué du coup d'appréhender des œuvres comme celle-ci. Bah tiens, on va se regarder la bande-annonce de Wednesday et on va en discuter. Ça va être un nouveau sujet. Je pense que je vais arrêter ce stream vers 22h, 22h30 dans ces eaux-là. Je sais pas si ça vous intéresse tout ce que je dis depuis tout à l'heure. J'espère un petit peu quand même. Mais voilà, Wednesday trailer. Donc Wednesday, c'est la dernière production de Netflix qui réadapte encore une fois, une licence du passé, qui essaye de la moderniser, etc. J'en peux plus de toutes ces licences qui sont reprises. Ça aussi, je peux pas me détacher de ça, quoi. Moi, j'ai trop du mal maintenant parce que à chaque fois, on va me dire tu te souviens quand t'étais petit? Bon, alors du coup, voilà, il faut que je me détache effectivement du fait que j'en ai un peu marre qu'on reprenne les licences du passé pour en faire des trucs. Après, je voyais quelqu'un dire de façon assez juste dans le chat que La Famille Adams, c'est un truc qui a été ressucé. Au départ, c'était un comic strip, c'était juste une bande dessinée de Charles Adams, donc c'est pour ça que ça s'appelle La Famille Adams d'ailleurs. C'est devenu très rapidement une série, c'est devenu des films, c'est redevenu des séries d'animation, des séries par-ci, des séries par-là. Il y a plein de versions différentes de La Famille Adams. Et c'est réalisé, du coup, en tout cas, c'est pas tous les épisodes, mais certains épisodes sont réalisés par, et toute la série porte quand même de façon assez évidente la patte de Tim Burton. Donc c'est deux trucs un petit peu de mon passé, parce que quand bien même cet argument, je le conçois tout à fait, et c'est vrai que ça a été, c'est une saga qui traverse l'histoire de l'audiovisuel depuis ses débuts. Je pense que s'ils le sortent aujourd'hui, c'est beaucoup par rapport aux films des années 90, j'imagine, et de la série animée de l'époque. Je pense. Je ne suis pas certain de ce que je dis. Peut-être qu'il y a une sincère envie de retrouver le feeling du comic strip du départ, mais je pense que moi, c'est beaucoup pour faire... voilà. Parce que le fait de prendre Tim Burton, qui aussi est un réalisateur des années 90, pour faire ça, Tim Burton, qui était lui-même, si je ne m'abuse, plus ou moins rattaché au projet de long métrage La Famille Adams, qu'il n'a pas fait pour je ne sais plus quel projet. Je me demande si c'était pas Batman Returns, en fait. Je crois que c'était Batman Returns. Ah, je sais plus. Mais je crois qu'il l'a pas fait pour faire Batman Returns. Et du coup, c'est un espèce de truc d'acte manqué. Enfin, c'est comme si on lui demandait de faire un Superman un peu goth, parce qu'il avait eu ce projet-là, effectivement, à l'époque. Déjà, je commence par... parce que tout n'est pas nul à chier dans ce que j'ai vu que le premier épisode. Tout n'est pas nul. Il y a des trucs intéressants même, je trouve. C'est pas ouf non plus. Donc là, je suis un peu mitigé sur le résultat. Si j'arrive à me détacher de ça, quoi, du fait que ça me saoule, parce que c'est encore un remake de trucs. Il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants, notamment... Mais déjà, en fait, visuellement, je trouve ça pas mal. Mais je trouve ça fort peu inspiré. Et c'est peut-être une occasion pour moi de revenir sur Tim Burton, qui a été un de mes réalisateurs préférés quand j'étais jeune. J'étais vraiment assez fan de Tim Burton. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Si bien que maintenant, quand on m'annonce un projet de Tim Burton, je dis putain encore. Parce que je trouve qu'il n'y a plus rien vraiment dans son cinéma qui m'intéresse.
Et pourtant, je trouvais ça vraiment fantastique, novateur et prodigieux dans les années 90. J'étais vraiment, vraiment fan de ce qu'il produisait, mais j'étais un ouf. J'ai vu plein de ces films, tous ces films de l'époque, de toute façon, je les ai vus. J'ai pas vu... si j'ai vu Dumbo en plus. J'ai vu Dumbo et je l'ai oublié tellement j'ai trouvé ça insupportable, parce que ouais, c'est lui qui a fait ça. J'ai pas vu quoi de lui ici, j'ai vu plein de... Ouais, non, j'ai vu la plupart de ses films en fait. Et moi, je trouve ça un peu triste en fait, ce qu'il est devenu, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tiens, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont restés très fans de Tim Burton. Encore une fois, d'ailleurs, je répète pour les gens que c'est pas parce qu'on a la même opinion, c'est pas parce qu'on n'a pas la même opinion qu'on n'est pas. On peut s'aimer quand même. Hein. On peut s'aimer sans être d'accord sur tout. Pourquoi moi, c'est un cinéaste qui a vraiment, qui m'a déplu, et c'est à partir de la période Big Fish où j'ai commencé à trouver ça pas ouf en fait. Tu as déjà parlé de la série The Old Man ? Non, j'ai pas parlé encore. Mais voilà, donc je vais essayer. C'était quoi la rupture, Big Fish ou la planète des singes ? Big Fish, ça a amorcé un truc où je me suis dit, ah merde, il est en train de changer comme je voulais pas qu'il change, merde. Mais après ça, je me disais, bon, c'est peut-être personnel, c'est un point de vue. La planète des singes, je me suis juste dit, il a fait un blockbuster à la con parce qu'il avait besoin d'un peu de thunes, pourquoi pas. Voilà. Et après, c'est mort. Après, c'est mort. Vraiment, cette période de transition-là, après, c'est dead. Il n'y avait plus rien, c'était fini. Alors, Tim Burton, pourquoi j'adore Tim Burton ? J'adore Tim Burton pour Batman Returns, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'adore Tim Burton pour Édouard aux mains d'argent. J'adore Tim Burton pour les de Vincent et Frankenweenie. J'adore Tim Burton pour Ed Wood, qui est, je pense, mon film de Tim Burton préféré, que je trouve absolument vraiment merveilleux. J'adore Tim Burton pour Mars Attacks. J'adore Tim Burton pour plein de trucs dans Le Cavalier sans tête, même si c'est pas mon préféré, mais je trouve quand même qu'il est vraiment, il y a des trucs absolument superbes dans Sleepy Hollow. J'adore Tim Burton pour tous ces films-là. Je trouve que ça, c'est vraiment, c'était à la fois novateur et c'était, comment dire, ça faisait partie dans les années 90 de ces cinéastes-là qui ramenaient la culture populaire à quelque chose d'assez noble en fait. Parce que le fait qu'ils puissent à ce point aimer les BD ici comics, les trucs un peu bis, les super-héros, etc., mais que ce soit en même temps pétri d'impressionnisme, d'expressionnisme allemand, pardon, de cette espèce d'univers gothique. Oui, il citait à la fois Murnau et Batman. Alors ça paraît évident maintenant, mais en fait ça n'était pas tant que ça à l'époque. C'était vraiment nouveau. Et c'est quelqu'un qui mettait ça au service d'un propos que je trouvais joli sur la bizarrerie, sur la différence, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand tu étais un peu dans des délires un peu alternatifs qui n'étaient pas forcément populaires à l'époque, tels que justement la culture nerd, il te rapprochait ça des univers gothiques expressionnistes, etc. C'est marrant, avec Sleepy Hollow, à sa sortie, il y avait quand même pas mal de fans qui disaient c'est pas vraiment du Burton. Ouais, mais je comprends un peu pourquoi. C'est parce que tu commençais à avoir une sensation que Burton réutilisait en fait, son esthétique au service d'un propos qui n'était pas complètement le sien du début. Parce qu'en fait, justement, tout le début de Burton, ça disait, mais en fait, c'est absolument sublime de pas être comme les autres, vraiment. Il y avait ce truc-là dans son cinéma qui était, mais vraiment pas comme les autres. C'est-à-dire que il adorait le côté monstrueux. Je pense que, en fait, Freaks est probablement un des films les plus importants pour lui. Tu vois, Freaks, Nosferatu. Il y avait, je pense que c'était un de ses gros trucs, et puis après, bah oui, forcément Freaks, Dracula, et donc du coup Batman, mais c'était vraiment cette espèce de culture de l'extrême différence, quoi, de choses qu'on peut considérer comme des monstres de foire. Et je pense que Batman Returns, donc du coup qui est le deuxième Batman de Burton, est presque un acte fondateur, quoi, de sa pensée, où il dit, bah voilà, vous vous attendez à un film de super-héros, je vais vraiment faire un film de monstres, parce que vous n'avez pas complètement identifié que les super-héros que vous appréciez sont des monstres. Et voilà. Et de montrer comme ça, je trouve que ce qu'il a fait au personnage du pingouin en le transformant comme il était, parce qu'avant cette version-là du pingouin, le pingouin c'était juste un mafieux. D'ailleurs, on est revenu à ça du coup désormais un petit peu, même si l'interprétation dans The Batman n'est pas si nulle, mais on est revenu un petit peu au simple personnage mafieux qui porte un costard. Lui, il y avait ce côté, voilà, c'est un monstre, mais un monstre, c'est quelque chose qu'on montre, tu vois. Donc il y a ce côté un peu bête de foire, phénomène de foire, qui est complètement inadapté à toute forme d'interaction sociale, et qui en plus arrive dans le truc à s'entendre. C'est-à-dire que ce que j'adore dans Batman Returns, c'est le parallèle qui est fait entre la monstruosité du pingouin et le personnage de Max Schreck. Donc qui lui est vraiment monstrueux, qui représente en quelque sorte de façon assez évidente la politique, le capitalisme, etc. Et qui en fait s'accorde
déjà dans une première partie du film s'accorde très bien avec le personnage de la monstruosité du pingouin, mais même la fin c'est quand même un truc où tu te rends compte que le vrai monstre en fait c'est ce qui pourtant paraît comme très socialement accepté, qui est le personnage de Max Schreck. Quelque chose de magnifique dans cette espèce de démarche aussi entre Ed Wood et Mars Attacks, qui est absolument fantastique, où il commence par faire la théorie du cinéma bis de Ed Wood. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est Ed Wood, parce que je suis pas certain que ce soit en plus son film le plus connu, mais je pense que c'est mon préféré avec Batman Returns. Mais du coup, Ed Wood, c'est un film sur Ed Wood, sur Edward Wood Jr., qui est du coup considéré comme un des pires cinéastes de l'histoire. Et il est très fameux et célèbre pour nombre de ses films, mais son plus connu, c'est Plan 9 from Outer Space, qui est un film qui a quand même l'originalité absolument fantastique, donc qui est un film bis qui est considéré comme un des pires films du monde, même si c'est absolument faux et que vous pouvez voir évidemment qu'il y a pire que Plan 9 from Outer Space. Il faut être déglingué pour regarder Plan 9 from Outer Space et se dire c'est le pire film du monde. Il y a des tonnes de trucs que du coup vous n'avez pas vu si vous considérez ça, mais qui est un film qui avait beaucoup choqué pour sa nullité, voilà, son côté mal fait, qui est un film qui a été adapté en jeu vidéo, donc peut-être qu'un jour j'en parlerai dans des sorcs. Il y a un jeu vidéo, Plan 9 from Outer Space. Mais du coup, ce mec-là a eu une vie assez tragique finalement, puisque lui prenait comme exemple Orson Welles comme grande figure de réussite du cinéma. Il a toujours essayé de faire du vrai grand beau cinéma, un peu assez comparable finalement, même s'il y a plein de différences entre les deux, mais à ce qu'est devenu Tommy Wiseau ensuite en tout cas dans l'imaginaire collectif. Mais du coup, en fait, Burton à ce moment-là prend ce personnage, cette figure, et décide de proposer un biopic sur donc ça c'est en 96 si je m'abuse, comme Ed Wood, ça doit être par là quoi, et donc de faire un film qui est vraiment à la gloire plutôt de Ed Wood quoi, où justement il y a ce concept de ce cinéaste-là qui a été moqué toute sa vie, qui pour des raisons en plus assez nul quoi, c'est-à-dire que moi en fait Burton, tu te rends compte qu'il a énormément de tendresse pour lui au premier degré quoi, qu'il est pas dans le truc de côté un peu j'aime bien Ed Wood parce que c'est rigolo, parce que c'est débile, non, qui aime vraiment la démarche de cinéaste d'Ed Wood, ce qui est mon cas. Moi j'adore je m'en fous en fait que les films soient bien ou pas bien. Moi ce que je veux constater, c'est j'aimerais bien qu'il y ait des gens sincères quoi, qui me proposent des trucs qu'ils considèrent comme sincères. Plan 9 from Outer Space, c'est un film que je regarde avec grand plaisir, même au-delà du côté raté rigolo et tout. Putain, hey, il est peut-être libre peut-être que celui on peut avoir le droit de le mater ensemble. Je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais ça peut être intéressant ça comme démarche. Mais c'est un film que je trouve beau en fait, parce que c'est un vrai film de fan de cinéma de genre qui mélange du coup tout. Il mélange les zombies, les vampires, les extraterrestres et tout. C'est super beau, Plan 9 from Outer Space. Alors oui, c'est raté, mais c'est pas grave. C'est quand même une belle démarche de cinéaste, je trouve. Et du coup, c'était beau à l'époque de voir un mec comme Tim Burton, qui était à don hyper populaire, qui avait fait des blockbusters, qui avait cartonné, s'intéresser à un personnage comme Ed Wood, le remettre au devant de la scène, dire voilà, ce mec-là dont vous vous moquez, en fait, c'est cool. Dans une démarche assez similaire. Mais même plus intéressante, j'allais dire, de ce qui allait être après la carrière de Jean-Claude Van Damme, quoi. C'était un truc moqué par des gens un peu cyniques, et qui sont pas très. En plus, les gens qui se moquent de ces gens-là sont vraiment pas très intéressants en général. Mais du coup, voir voilà ce cinéaste-là mis sur le devant de la scène, quelque chose de très beau dans le film Ed Wood, c'est mon Burton préféré, et il embraye avec Mars Attacks, où du coup il se met à faire la pratique de la théorie qu'il défendait, où là c'est lui-même qui va faire un film bis avec des extraterrestres, avec des vraies soucoupes volantes qui ont la gueule des soucoupes volantes de l'époque et tout. Il va jouer sur le côté vintage du truc avant que ce soit à la mode, hein, avant le délire Midnight Movie, etc. Donc il y avait une démarche magnifique, je trouve, dans le cinéma de Burton. Je pourrais défendre Edouard aux mains d'argent de la même manière. C'était absolument sublime. Et au moment de Big Fish, j'ai commencé à ressentir des trucs un petit peu en mode, mais est-ce que c'est pas juste devenu un style du coup? Est-ce que son propos en fait a pas été un peu dévoyé par lui-même en fait, pour dire des trucs finalement presque parfois opposés à ce qu'il disait? C'est-à-dire que là il était plus dans le côté en fait c'est peut-être pas si ouf d'être un peu différent, et puis il y a pas complètement dans Big Fish, hein, c'est après je trouve qu'il va développer plus ces thèses là, et du coup ces plans qu'il faisait un peu de fou, complètement gothique un petit peu, tu te rends compte, tu te dis mais en fait il sait que les gens attendent ça, donc il donne ça même quand c'est pas en cohérence aux propos qu'il est en train de développer dans ses films. Moi, le remake de Charlie de Charlie et Chocolaterie, je l'ai trouvé pas ouf. Puis Alice au Pays des Merveilles, ça a été un vrai moment d'angoisse au cinéma, où il y avait vraiment des moments où je me demandais si même il avait... parce qu'il y a un côté, c'est le côté, comment dire, j'allais dire le syndrome d'Alia Noir. Mais Tim Burton, il y a un syndrome d'Alia Noir tout le temps, parce que quand moi j'ai entendu que... Alors Dahlia Noir, c'est un roman très célèbre, un roman policier sur un fait divers qui s'est passé dans le Hollywood où il y a des années 40, si je ne m'abuse, j'ai pas envie de dire de conneries sur la décennie, parce que peut-être je me gourse, peut-être les années 50, je sais plus. Mais du coup, c'est le meurtre d'une jeune actrice qui a été retrouvée assassinée dans une rue de Los Angeles, qui a donné un roman très célèbre qui s'appelle Le Dahlia Noir, et qui du coup a été adapté au cinéma par Brian De Palma. Et quand j'ai appris que De Palma allait adapter Le Dahlia Noir, je me suis dit putain, il n'y a pas mieux que Brian De Palma avec
avec tout son... Parce que, bon, faut connaître le Dahlia Noir pour comprendre ce que je dis, mais du coup, ça me paraissait le choix de réalisateur absolument parfait pour réaliser ça. Et j'ai été voir le film et j'ai fait, waouh, ça, c'est rincé de ouf, ça pue en fait, c'est trop naze. Genre, je me suis dit, comment c'est possible ? Je me souviens de la bande-annonce du Dahlia Noir, je me suis dit, c'est trop cool. En plus, ils avaient mis Death in Vegas, je trouvais ça mortel. Putain, De Palma adapte le Dahlia Noir. Génial, trop cool, faut voir ça absolument. Je vais le voir, je sais putain, c'est raté de ouf. Comment c'est possible ? Et du coup, là, j'ai cette sensation-là souvent avec Tim Burton, c'est-à-dire que Tim Burton, il va annoncer un truc où je me dis, mais c'est parfait pour Tim Burton. Il va faire un truc de ouf, et en fait, il vise complètement à côté. Et tout le délire un peu alternatif, un peu fou d'Alice au Pays des Merveilles, je trouve qu'il passe à côté pour en faire ce que je considère être un divertissement extrêmement consensuel et fort peu intéressant. Et donc, du coup, voilà. Donc, le fond, c'est ça, c'est que je trouve que Tim Burton maintenant réutilise toute son esthétique sans. Mais il l'a un peu vidé de son sens. Ça a beaucoup moins de sens aussi, pareil, de faire ces trucs-là. Après, c'est l'époque qui évolue, c'est pas forcément complètement de sa faute non plus. Ça a moins de sens de faire ça aujourd'hui qu'hier. Voilà. Et Dumbo, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça n'a aucun intérêt. En plus, j'adore le dessin animé Dumbo. Je trouve qu'il est tragique. C'est hyper badant à regarder. Revoyez pas Dumbo en vous disant je vais voir un truc rigolo et super chic, super mignon de Disney. Non, c'est ultra badant. Dumbo, c'est super triste. Mais c'est hyper cool aussi, quoi. Et parce que c'était la période dark de Disney un petit peu à cette époque-là, quoi. Mais et voilà. Et non, c'est raté. Ça marche pas du tout. Je trouve que c'est complètement, mais vraiment vide de sens. Je trouve que le cinéma de Burton maintenant, c'est devenu une coquille un peu vide. Vous avez vu, il y a un château un peu gothique. Oui, là, alors là, et en plus, il y a un plan. Alors, je sais pas. Est-ce que vous croyez... Pardon, j'ai une nouvelle page que j'ai ouverte, mais c'est pas ça que je voulais. Est-ce que vous croyez que... Attendez. Je vais le retrouver. Je vais vous retrouver le plan que je veux vous montrer. Ah, Dame Ned. Où que c'est... Putain, non, c'était là. Est-ce que c'est une référence à Batman Forever ? Est-ce que ce décor est une référence à Batman Forever ? Je ne sais pas. Mais du coup, je ne sais pas. Peut-être, hein, peut-être pas, je ne sais pas. Pour moi, c'est une référence à Batman Forever. Vous captez ou pas ? Le décor de Double Face, il a ce truc, Double Face. Parce que Batman Forever, je rappelle que c'est produit par Tim Burton. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a ce truc-là qui est Wednesday, donc qui est une adaptation, une réadaptation. Enfin non, c'est comment dire, c'est un spin-off de la famille Addams. Ça me fait penser à Charmed aussi. Ah, un peu. The Crow. Un petit peu, effectivement. Mais en fait, ce que j'aime pas trop et qui fait que je sais pas si je vais regarder la suite, parce que du coup j'ai juste regardé ça, juste vraiment parce que c'est Tim Burton et que j'essaye, malgré tout ce que je viens de dire. C'est tellement un cinéaste que j'ai aimé en fait. Genre sincèrement, c'était un de mes cinéastes préférés dans les années 90. C'est tellement quelqu'un que j'adore que même si je sais que je vais trouver ça pas ouf, je peux pas m'empêcher de cliquer et de me dire tiens, il faut que je regarde ce truc-là. C'est quand même Tim Burton quoi. Sur un malentendu, il peut revenir sur un truc de, je sais pas. Mais du coup, je trouve pas qu'il ait fait son comeback intéressant. Je trouve que tout. Alors, c'est pas de la merde totale. Hein, moi, le premier épisode, il s'est regardé. Je vais pas investir du temps pour regarder l'intégralité de la série parce que j'ai pas le temps de regarder des séries. Donc là, je vais pas me lancer sur une que je trouve un peu moyenne. Pour l'instant, je vais laisser ça un petit peu de côté. Peut-être un jour, j'aurai plus de temps, je regarderai ça. Mais du coup, le premier épisode, ils sont partis sur un délire que je comprends pas complètement. C'est-à-dire que là, ils sont partis dans un délire dont on va prendre en gros ce qui est à la mode dans les trucs un peu de teenagers de l'époque. Donc on est complètement dans cette espèce de méthode de ce détrope qu'on a vu 1000 fois. Donc elle est inadaptée, elle est dans un lycée un petit peu plus bourgeois que elle est un peu chelou. Elle décide de commettre ce que je comprends être une tentative de meurtre en lâchant des piranhas dans un bassin de nageurs. Oui, c'est une tentative de meurtre, hein, mais du coup, après, donc le meurtre qu'on pense être quelque chose d'absolument normal dans le monde de Mercredi Addams devient quelque chose apparemment de très important et de très amoral, alors que c'est pas, je sais pas, j'ai pas tout compris en fait. Mais en gros, ils veulent faire Harry Potter. Donc là, elle arrive dans le monde un peu d'Harry Potter avec des magiciens et des trucs comme ça. Donc voilà, il y a Mercredi Addams dans le monde d'Harry Potter. Bon, il y a Louis Guzman qui fait un petit Gomez Addams. Tu es pas très convaincant, je trouve, mais que j'aime bien Louis Guzman, donc ça me fait plaisir de le voir. Il est là, il y a Catherine Zeta-Jones, tu es pas ouf non plus en Morticia. Les acteurs sont plutôt moins bons que dans les années 90. Celle qui joue, alors j'ai oublié le blaze de la meuf qui joue Mercredi, elle joue pas mal. Elle est plutôt dans le ton de Mercredi. Le problème, c'est que du coup, elle est pas dans le contexte de la famille Addams la plupart du temps. Elle est déphasée dans un monde qui est en fait plus normal qu'elle. En tout cas, au début, il y a ça. Donc du coup, elle trouve moins sa place parce qu'elle n'a pas l'équilibre intéressant du personnage sarcastique un petit peu à la Daria dans sa famille où chacun remplissait un rôle.
Donc il y a moins cette espèce de dynamique de groupe dans la famille qui était, moi je trouve, un peu le cœur quand même de la famille Adams, donc c'est un peu dommage, on perd ça. Il y a des espèces de conflits, voilà, pour te dire qu'en fait c'est pas grave d'être un peu goth. Voilà, je trouve que c'est assez vite consommé, pas très intéressant, assez anecdotique, c'est ce que je dirais. Ça a en tout cas pas l'impact, je trouve, de ce que je m'attends de voir d'une production Tim Burton. C'est assez proche de ce que je m'attendais finalement d'une série Netflix actuelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est joli par contre, la photo est belle, le découpage est propre, il y a des jolis cadres, des jolis moments. Il y a Et alors, ah oui, Painted Black, du coup ils ont mis en bande-annonce, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors Artie, t'as mis le mode seulement follow. Ah oui, seulement follower, ça va, c'est pas seulement sub. Tu as vu les 2 films d'animation La Famille. Oh putain, j'ai vu le premier, ça par contre, j'ai trouvé ça pire, moi. L'animation, je l'ai trouvé pire. Parce qu'il y avait ce côté vraiment Keblo bloqué dans son époque. Merde, j'ai activé un truc sans faire exprès. C'est pour ça m'étonnait de toi, Artie. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censuré. Vous avez le droit de parler même si vous ne payez pas. C'est quand même la moindre des choses. Et je t'embrasse très fort, Artie. J'espère que tu vas bien. Je vais faire une petite pause rapidement pour remercier les quelques personnes qui ont sub pendant que je parle. En plus, je crois que ça fait un petit moment. Donc je vais vous dire merci. El Shriburo Loco, je t'ai remercié. Jean Varan, je t'ai remercié. Blueki, Cookie, je te remercie. Tu me dis 2 mois de bonheur. Merci beaucoup à toi. Milka. Merci à toi. Zéro Béniche, merci à toi aussi. GG Badin également. Le bon SKZ qui me dit le mot outrecuidance n'est pas assez utilisé. Je suis bien d'accord. On peut faire une pétition ensemble. Je la signerai. Voilà, je suis capable de militer. On peut faire une petite manif si tu veux sur ce sujet. Ça n'intéressera que nous, mais c'est vrai. J'aimerais qu'on introduise le mot outrecuidance comme faisant partie du vocabulaire utilisé surtout par les jeunes. Moi, j'aimerais que ce soit utilisé vraiment, que les jeunes se disent wesh, c'est quoi ton outrecuidance, fils de pute? Ça, j'aimerais bien vraiment entendre cette phrase-là. Je l'entends pas assez, ça me fait pas plaisir. Merci à toi, Geeko6974 aussi. Merci à Ipsimus également. Merci à Neuromancer. Tiens, je parlais de toi il y a pas longtemps, Neuromancer. Je parlais de William Gibson. Tu me dis quoi? La bise, mon Karim, super live. J'avais vu Hypernormalisation à l'époque, car tu l'avais recommandé et c'était une baffe. Alors merci. Eh ben, écoute, de rien. J'espère que ce live, si au moins ça a donné envie à quelques personnes de découvrir le cinéma d'Adam Curtis, j'aurais fait mon devoir. Jacques Circus, tu me dis un mois de plus. Merci pour tes lives et j'espère que tu vas bien. Bisous, ça va très bien. Écoute, c'est la forme. C'est la forme, tranquille en ce moment. Ça se passe. Salut les clodos. Merci à toi. C'était pas à vous. Merci à Salut les clodos. Qui dit j'aime pas Tim Burton, jamais aimé, mais toi oui, toi je t'aime d'amour. Merci beaucoup à toi. Ceux qui n'aiment pas Tim Burton, redécouvrez son cinéma de l'époque avec ce que je viens de vous dire, peut-être en considération. C'est un prisme de lecture qui est hyper beau. Moi, je trouve qu'il y a une démarche hyper jolie. C'était les trucs où enfin, je sais pas, Édouard Main d'Argent, c'est beau, quoi. Il y a vraiment des moments où moi, ça me touche vraiment le cinéma de Burton de l'époque. Merci à toi, Simba TV, aussi pour ton prime. Merci à Lou Croco qui me dit merci Karim pour tes streams de qualité. Écoute, de rien. Jada Wins, merci à toi. CEC Puma aussi, merci. Emporas, merci à toi pour ton prime. Navi62, tu me dis Karim, j'ai eu la même déception avec Absolutely Anything des Monty Python avec Simon Peck qui reprend le scénario de Bruce Tout-Puissant sur le papier. Ça ne pouvait être que bien, mais en fait, c'était plus qu'affligeant. Ouais, je trouve qu'il y a rien de plus décevant que de se dire putain, ça peut être que cool, et en fait, non. D'arriver en fait dans une salle de cinéma en se disant putain, là, ils ont bien fait le truc, tu vois. Là, ils ont confié le Dahlia Noir à Brian De Palma, tu vois. Bien sûr, c'est les mecs, ils ont tout compris. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de triste où tu dis, en fait, moi aussi, j'avais tort. Du coup, attendez, je reviens en plein écran. Tu dis, mais moi, donc, du coup, j'avais tort, en fait. C'est-à-dire que moi, si j'avais eu l'occasion de choisir un réalisateur pour réaliser le Dahlia Noir dans les années 2000, j'aurais probablement dit, même s'il a fait des films pas ouf, Brian De Palma, c'est un des meilleurs choix, je pense. Je me serais bien fait baiser. Merci beaucoup à toi, Tonton Molex, pour le Prime. Merci à toi, Trator Sida, également, pour le Prime que tu viens de prendre. Vous êtes d'une générosité hallucinante. Vous êtes d'une sympathie totale. Voilà, Absolutely, le dernier rôle de Robin Williams dans Le Chien en plus, effectivement. L'étrange Noël de Monsieur Jack est un classique. C'est vrai, mais ce n'est pas un film de Tim Burton. Ça, il faut quand même mettre un peu Harry Selick. C'est un film d'Harry Selick. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le design des personnages, le design globalement de l'ambiance qui vient de Tim Burton, mais ce n'est pas un film réalisé par Tim Burton. Ça s'appelle Tim Burton's Nightmare Before Christmas parce que c'est son univers, mais c'est réalisé par Harry Selick. Et du coup, si vous connaissez pas son cinéma, putain, c'est l'occasion de tout ce qui est James et la pêche géante. Pardon, je dis Harry Selick depuis tout à l'heure. C'est Henry Selick, je suis absolument désolé de décrocher son nom. Henry Selick est un fantastique réalisateur d'animation et il a fait aussi l'excellent...
Ah non, il a pas fait le film. Ah ça, c'est un film qui n'existe pas. Coraline, putain, c'est très connu en plus. Coraline, c'est absolument excellent aussi. Si vous l'avez pas vu, c'est tout à fait dans la trajectoire de ce qu'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est absolument fantastique. C'est beau à en crever. Je trouve ça absolument magnifique, sublime. Techniquement, c'est somptueux, je trouve. Et c'est magistral. C'est une œuvre magistrale. Coraline, si vous l'avez pas vu, c'est génial. Effectivement, tout le monde le cite dans le chat aussi. Merci à toi, Dismaker, pour le sub. Tu déboîtes de ouf. Voilà. Voilà. RRR, ça existe, voyons. Il y en a même 2 maintenant. Karim que j'aime, tu as jamais parlé du cinéma de Quentin Dupieux. Tu en penses quoi, en 3 mots, pour pas pourrir l'émission des ouïes? J'aime beaucoup Quentin Dupieux. Je trouve que c'est un cinéaste très intéressant. Je suis pas fan de tout ce qu'il a fait non plus. Je suis pas forcément en adéquation avec tous ses films et tout, mais je trouve qu'il y a des beaux trucs dans Quentin Dupieux. Et au moins, tu vois, il y a une vraie démarche de cinéaste qui essaie de proposer, là pour le coup, vraiment des images signées. Son cinéma, ça lui appartient. C'est quelque chose de personnel qu'il offre aux gens. Je trouve ça cool. J'aimerais qu'il y ait plus de mecs comme ça qui s'expriment en France. Je trouve ça cool. Quentin Dupieux, j'ai que de la sympathie et du respect pour son cinéma, son travail. Je trouve ça très cool. C'est très bien. Et j'adore, moi j'adore Éric Judor. Hein. Je le connais en plus, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. C'est donc tout cette espèce de microcosme là, j'ai du respect pour tous ces gens-là. Je trouve ça cool qu'ils débauchent les gars du Palmacho aussi, qui sont des gens qui ont l'air très respectables aussi, ils font des trucs ensemble. Ça tient debout, c'est vraiment cool. Voilà, respect à eux. Il y a Alain Chabat qui traîne dans le lore aussi. Donc c'est vraiment là pour le coup, j'ai beaucoup de respect et beaucoup de sympathie pour tous ces gens-là. Voilà. Et Steak est un classique. Effectivement, j'adore Steak. J'aime beaucoup Steak. C'est son premier, donc c'est son premier. Oui, c'est son premier. J'aime beaucoup Steak. Le dernier arrivé est un fan de Phil Collins. Non, je trouve ça très bien fait. Très bien fait. Merci à toi, Glenouche, pour le sub que tu viens de prendre. Tu déchires. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites de bien? Shivers à fond. Shivers qui est aussi un très bon film de... Voilà, je passe du Coca Light. Je fais des liens entre des choses qui n'en ont pas vraiment. Très bon film de Cronenberg, Shivers. Voilà. Ça fait plus de 3 mots, mais adorable. Non, c'est vrai. Non, c'est Rubber, son premier. Ouais, je crois, mais j'aime beaucoup Rubber aussi. J'aime beaucoup Rubber également. Salut Karim, dis-moi si je me trompe, mais pardon, salut Karim. Parce qu'en fait, ça défile en même temps, donc c'est compliqué. Attendez. Salut Karim, dis-moi si je me trompe, mais nous as-tu déjà parlé de vidéoclip musical? C'est un peu mon dada. Merci à toi, Let's pour le Prime. Je te fais un gros bisou. Alors, j'adorerais. De tout mon cœur, j'adorerais vous parler de clips. Si je m'écoutais, je lancerais des clips. Mais du coup, des clips, ça va forcément se faire striker. Je vais avoir des problèmes. J'ai pas le droit de le faire parce qu'il y a de la musique qui est copyrightée par-dessus. Donc du coup, les gens n'ont pas envie qu'on en parle, n'ont pas envie qu'on en montre. Ils préfèrent un statu quo où personne n'en parle et où ils sont riches. Voilà. Donc du coup, je ne peux pas vraiment le faire, même si j'adorerais vraiment vous montrer des clips. Parce que j'adore les clips. Hein. Je trouve que c'est même un art qui n'est pas assez discuté. Voilà, je trouve que les clips, vraiment, ce serait avec plaisir que je parlerais de plein de réalisateurs de clips. Je pourrais vous faire un épisode entier sur Cunningham, un épisode entier sur Romanek, sur ce que vous voulez, Gondry. Je vous fais tous les work of director. Comment il s'appelle, le mec qui fait les clips de Earl Sweatshirt, là, enfin, qui en a fait plusieurs. Je sais plus son blaze. Il y a plein de réalisateurs de clips qui défoncent. Je vous ferai un truc sur Lyrical Lemonade. Je peux vous faire plein de trucs sur les clips. J'adore les clips. Je trouve ça mortel. C'est une super façon de s'exprimer. Voilà, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour Hiro Murai, c'est ça le nom que j'avais pas, mais c'est Hiro Murai. Ouais, je pourrais faire un truc sur les clips français, effectivement. Orelsan, c'est mortel. Fincher, il y aurait plein de choses à faire. Sur Nine Inch Nails, il y a des centaines et des centaines de trucs à faire. Un jour, je vais le faire. Un jour, je vais en avoir plus rien à foutre. Puis je vais me dire, bah tant pis. En fait, je peux le faire. Vous comprenez bien. Je peux le faire, mais il faut être là. C'est-à-dire que je peux lancer des trucs, mais c'est juste qu'il faut être là pendant le live parce qu'après il n'y aura pas de replay. Donc ça c'est comme les séries AB par exemple. Je peux les faire, mais après il n'y aura pas de replay. Donc voilà, c'est la complexité que j'ai. Ah, vous aimez bien Nine Inch Nails aussi? You get me closer to God. J'aime beaucoup Nine Inch Nails. C'est un groupe que j'estime énormément, dont j'estime beaucoup le travail, que j'aime depuis longtemps en plus. C'est quoi votre morceau préféré? Pas facile, parce qu'ils ont traversé c'est un 13 Nord un peu Nine Inch Nails, mais il a traversé plein d'époques différentes et il a plein de styles différents. Vous aimez bien Closer? Closer, j'aime beaucoup. Hurt, c'est super cool. Ouais, Closer, évidemment, vous dites tous Closer. Je comprends, c'est un classique. Smooth Criminal, non mais je voulais pas dire, c'est quel morceau préféré de toute la musique du monde. Il y en a qui me disent La Mer, du coup, de Charles Trenet, mais non, je voulais dire de Nine Inch Nails.
Moi, j'adore. Comment s'appelle ce morceau? Alors, Closer, j'adore évidemment. C'est une reprise de Closer qui fait le générique de Seven de Fight Club d'ailleurs, qui est excellent. Qui est une version qui est disponible sur le hippie. Enfin, sur il y a une version parce que Closer c'est dans Downward Spiral, mais du coup, il y a un CD qui est sorti avec plusieurs versions de Closer dedans. Et dans ce Scud, il y a la version de Closer qui sert de générique, qui est superbe aussi, qui sert de générique à Seven, qui est un des génériques les plus importants de l'histoire du cinéma. J'adorerais aussi pareil, vous faire des émissions sur les génériques de films, quoi. Je ferais des trucs sur Soul Bass, des trucs sur. Il y a plein de choses à faire sur les génériques de films. Mais pareil, c'est compliqué, ça reste des images de films. Mais en tout cas, voilà, ce morceau est absolument brillant. J'adore Closer. Mais je crois que mon préféré, c'est. Oh putain, j'ai plus le nom. Voilà. Oh putain, j'ai plus le nom de Nine Inch Nails. Oh putain, j'ai plus le nom. Non, merde, comment il s'appelle? Ah, il y en a une version en live qui traîne sur Internet. Alors c'est sur The Fragile, ok. Il y a une version, c'est un truc instrumental où on entend juste ouah. Il y a une version avec le claviériste, enfin le pianiste de Bowie sur YouTube. Je peux pas la chanter parce qu'il y a pas de paroles. Putain, c'est très mal en plus, je suis désolé. C'était un manque de respect total envers la musique qui vous a été proposée par moi. Putain, je vais vous la retrouver, il suffit que je prenne Attendez, je vais vous prendre la bande originale. Enfin, je vais vous prendre la playlist de The Fragile, qui est probablement un de mes albums préférés aussi de Nine Inch Nails. Comment Just Like You Imagined. C'est Just Like You Imagined. Je pense que c'est un de mes morceaux préférés de Nine Inch Nails. J'adore The Fragile parce que c'est très instrumental et je trouve que ça marche très bien. Et c'est absolument super. Et il y a une version sur YouTube qui est mortelle avec, je crois que c'est le pianiste de Bowie, j'ai oublié son blaze, mais qui fait un espèce de solo complètement ouf au piano pendant que Trent Reznor fait oh, c'est mortel, c'est super bien. J'adore et j'aime beaucoup les lives de Nine Inch Nails aussi. D'ailleurs, j'adore le clip. Qui est pas vraiment. Si, c'est un clip en fait, le clip de Hurt, celui avec les images quand il est devenu devant un grand projet I hurt myself today. Je trouve ça joli en plus le fait que désormais il la joue en version Johnny Cash. Il la joue en mode piano un petit peu beaucoup plus low-key que la chanson originelle. Je trouve ça super. Il y a plein de gens, vous savez, qui ne savent pas que c'est une reprise de Nine Inch Nails. Hurt, parce que dans la tête des gens, c'est vraiment un morceau de Johnny Cash, ce qui est compréhensible parce que la version de Johnny Cash est absolument légendaire et fantastique aussi, elle est merveilleuse. Mais j'aime beaucoup la version aussi de Trent Reznor. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, ce qu'il fait en termes de bande originale de films avec Atticus Ross depuis et surtout sur les films de Fincher, je trouve que c'est assez brillant. J'aime beaucoup la BO de Social Network. Je la trouve merveilleuse. J'adore j'aime beaucoup la reprise qu'ils ont fait avec Karen O sur Millennium. Le générique de Millennium, il est mortel et la reprise c'est Led Zeppelin. Comment s'appelle ce morceau de Led Zeppelin? Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Je suis désolé j'ai des vrais problèmes de mémoire dans la vraie vie. Ça, vous ne le savez pas, mais j'ai des vrais problèmes de mémoire. Ce qui me pose pas de problème en règle générale, parce que j'ai toujours Internet, mais quand j'ai pas le droit de tricher, je peux pas le faire. Immigrant Song. Ah, c'est la reprise de Immigrant Song par Karen O, Trent Reznor et Atticus Ross qui fait l'ouverture du film Millennium de David Fincher, que je trouve absolument brillante et qui en plus est accompagnée d'un générique que je trouve vraiment sublime. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ce générique tellement je l'adore, mais j'adore ce système-là. Ce générique-là, pardon. Que penses-tu de l'interpolation des classiques de la musique dans les bandes annonces de films, séries et de jeux vidéo? Je trouve que ça commence à bien faire. Si tu veux mon opinion, je trouve que, alors pour ceux qui connaissent pas l'interpolation, c'est un truc qui c'est pas du sampling. C'est différent du sampling. C'est simplement retravailler des airs connus de façon un peu différente. Dans le but à moitié avoué de faire vivre des catalogues de droits musicaux. L'interpolation, c'est quelque chose qui peuple la musique moderne, qui a complètement infusé la musique moderne, mais de façon presque un peu dérangeante. Okay, j'ai pas de problème avec le fait de faire des reprises, de faire des trucs comme ça, mais là maintenant, j'ai l'impression en fait d'entendre des boucles. Alors c'est peut-être, je sais pas, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, mais j'ai l'impression maintenant que quand j'écoute de la musique un peu pop et tout, j'ai l'impression de réentendre des boucles que j'ai entendues d'autres fois et je suis pas sûr. Et du coup, mon cerveau part dans des vrilles en fait, de trucs de putain, mais ça je connais, mais je sais que je connais, mais je sais pas où c'est, mais c'est pas rejoué absolument pareil, mais c'est un peu différent, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment assez violent. Il y a quelques exemples de trucs qui ont été faits comme ça de façon un peu illégale en plus, en violation du droit d'auteur, même si ça je m'en branle un peu. Mais du coup, il y a des exemples assez fameux d'interpolation maladroite de type, comment il s'appelle, Pharrell Williams dans Blurred Lines, où il repompait Marvin Gaye, etc. Mais du coup, c'est vrai que la musique aussi parfois bégaye un peu. Après, je trouve la musique d'aujourd'hui très percutante. Je trouve que ça sonne hyper bien, je trouve. Moi, c'est des trucs, quand j'écoute un album de The Weeknd, je trouve que c'est incroyable comme ça sonne. Je trouve que ça sonne de ouf.
c'est trop, le son il est mortel. Tout est cristallin. Ça, tous les instruments, tu les entends de ouf. Le truc est trop bien composé. Tu sens qu'il y a des mecs de ouf qui bossent derrière et tout. Mais c'est vrai que parfois il y a des espèces de répétitions de boucles que t'as déjà entendu plein de fois. Des mecs comme The Weeknd, c'est pas très original en fait comme musique. C'est juste vraiment hyper bien fait. Ce qui fait que effectivement tu te retrouves devant de la musique parfois où je me dis putain mais ça défonce. Ça sonne de ouf, le truc déchire, le morceau il est d'équerre, le mix il est incroyable, mais en même temps est-ce que j'ai pas entendu ça 1000 fois? Mais en fait pas vraiment, mais j'ai entendu des bouts de ça 1000 fois. Et la grande mode dans les bandes annonces de films, c'est de faire des versions un peu différentes, et je pense que tu veux me relancer sur mercredi, ce qui est très sympathique de ta part, puisque ce que vous avez entendu, vous vous rendez compte qu'on a mis 2 bandes annonces de trucs qui allaient sortir. C'était Transformers et celui-là, et que vous avez entendu 2 versions alternatives de morceaux old school. Donc on a eu Juicy de Notorious B.I.G. sur la bande-annonce de Transformers, et là on a du coup Painted Black des Stones sur la BO de Wednesday Addams. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Je pense que ça a beaucoup été fait là. Je pense qu'il y a vraiment, tu vois, ou alors faut le faire vraiment en blague quoi. Là maintenant, tu vois, là je suis plus du tout, enfin. À quel moment est-ce qu'on va arrêter de se surprendre de ah tiens ils ont pris ça, ou faut faire ça avec la fête au village pour que ce soit intéressant. Je trouve maintenant tu fais c'est la fête au village. Là, faut faire des trucs comme ça pour que ce soit au moins un peu rafraîchissant, quoi. Qu'on soit pas en train de se taper toujours les grands classiques. En plus, bon, Notorious B.I.G. Biggie, j'ai pas fait le lien complètement avec Transformers. Je le capte pas complètement. Pourquoi Juicy? Restoration Up Magazine, limousine. Limousine. Peut-être le mot limousine, ça les a inspirés. Ça dit putain le mec il dit limousine dans la chanson. Faut mettre le truc. Je sais pas. Super Nintendo, Sega Genesis. Non, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. Voilà, if you don't know, now you know. Mais par contre, alors je suis sûr qu'il y a un lien. Par contre, Wednesday, c'est encore, je trouve, un peu plus cheap parce que du coup, c'est Painted Black parce que c'est une gothique. Et du coup, parfois, t'as l'impression que tout repose sur ah ouais, il y a un truc, il y a un jeu de mots. Mais schlag de ouf, en fait. Je trouve pas ça spécialement bien trouvé. Ils se sont dit putain, dans quelle chanson il y a Black? Parce qu'elle est souvent habillée en noir. Painted Black. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ils auraient pu faire Back to Black dans une version machin, etc. Tu vois, il n'y a pas vraiment de lien entre les Rolling Stones et la famille Adams à ma connaissance. En tout cas, c'est vraiment juste ça, quoi. C'est le truc de, elle est en noir, elle veut peindre les trucs en noir parce qu'elle a des idées noires, et donc on met Painted Black. Je sais pas, je trouve pas ça ouf. Et au début, c'était un peu rigolo. Par exemple, j'aimais bien, mais alors c'est pas vraiment de l'interpolation. J'aimais bien dans le trailer de Watchmen. De Snyder, que je vais vous montrer. Tiens. Ça peut être sympa ça. Regardez le petit trailer de Watchmen de Zack Snyder sorti dans les années 2000. Donc j'ai beaucoup parlé de Watchmen et des adaptations de Watchmen, donc je vais pas vous refaire un long truc sur Watchmen, mais je trouvais l'utilisation assez sympa du coup sur des Smashing Pumpkins. Alors trailer. J'imagine que ça va être celle-là. J'espère parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs. Non, celle-là c'est alors. Putain, j'avais adoré. Donc la musique que vous entendez là, donc je sais pas celui que je cherchais, je vous le mettrai après celui que je cherchais. Mais c'est quand même intéressant. Vous voyez, putain, c'est dommage en fait parce que c'était pas loin d'être un film qui aurait pu être juste par rapport à la BD, mais il y a des trucs vraiment qui sont pas possibles. Et effectivement, le fait que là le comédien on le voit, cette scène, elle est pas juste par rapport à ce qu'est la scène de la BD. Mais c'est pas grave, c'est pas important. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas être redondant à ce point non plus. Mais là, vous entendez là la bande originale du film Koyaanisqatsi, donc qui est un film qui, en fait, c'est peut-être la BO est plus connue que le film. C'est Philip Glass que vous entendez ici, qui est un fantastique compositeur qui a aussi composé le génial thème de Candyman, film d'horreur émérite absolument fantastique des années 90. Mais c'est super de l'avoir utilisé là, et je trouve qu'il y a une superbe utilisation. Autant il y a plein de trucs que je critique dans ce film, dans Watchmen. Plein de trucs, je trouve, qui tapent à côté, qui comprennent pas la licence et tout, mais j'aime beaucoup la séquence de la naissance du Docteur Manhattan avec la bande originale de Koyaanisqatsi par-dessus. Là, quand je l'ai vu ça au ciné, c'est vrai que... Et le générique aussi sur Times They Are Changing de Bob Dylan est cool, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette séquence au cinéma, je me suis dit, ah là, il y a un truc qui est hyper juste par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce personnage-là, qui est en train de transcender... comment dire, qui est en train de transcender l'espèce humaine, en fait, qui commence à comprendre comment fonctionnent les atomes, et qui comprend que quand tu le vois arriver en système nerveux en fait et que tu comprends qu'en fait cette forme là est juste par rapport à ce que c'est qu'un être humain. Enfin, il y a quelque chose que je trouve magnifique et vertigineux avec l'utilisation de la musique de Philip Glass. Donc ça, j'aime beaucoup l'utilisation de cette chanson là, mais c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. C'est juste que je suis tombé sur ça et j'ai entendu ça et je me suis dit tiens, faut que je parle de cette utilisation de musique que je trouve cool, et juste cette scène là elle est absolument fascinante. Voilà.
Et c'est pas Everything c'est pas in the Right Place, c'est même pas ça que je veux, même si très bon morceau. C'est pas ça, ce qui m'intéresse, c'est celle où il y a les Smashing Pumpkins. Eh ben écoutez, je vais taper Smashing Pumpkins par-dessus. Voilà, on va se démerder. C'est celui-là peut-être? Celui-ci. Et je chuchoterai non, nous disait Rorschach dans ces magnifiques moments du film Watchmen de Zack Snyder, qui est un film, j'ai une relation très conflictuelle, je l'ai beaucoup critiqué ce film en live, parce que y a des trucs qui sont pour moi des trahisons par rapport à l'œuvre originelle, mais en même temps, l'œuvre originelle est tellement importante pour moi, j'en ai déjà parlé, je vais pas refaire un long truc, mais l'œuvre originelle est tellement importante pour moi que c'est très, franchement, à part ça et Akira, c'est très rare de réussir à m'énerver avec une adaptation parce qu'elle est pas fidèle. Genre, il y a vraiment très peu d'œuvres populaires de pop culture que je considère comme trop importantes pour être modifiées ne serait-ce qu'un peu. Parce que, en fait, il y a plein de trucs qui sont très fidèles à l'œuvre originelle dans le film de Snyder, mais les quelques différences qu'il ajoute, enfin les trucs qui changent, en fait, changent tellement le sens de ce qui est dit par la bande dessinée que ça devient un film qui est un peu schizophrène, quoi. Qui sait plus trop ce qu'il raconte sur l'univers des super-héros. Mais bon, bref. Mais ça, j'en ai déjà parlé depuis très longtemps. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que cette chanson, donc, qui s'appelle The Beginning is the End is the Beginning. Si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. En fait, est un thème dont une autre version avait déjà été utilisée dans le film Batman et Robin. Et donc, je trouvais ça très intéressant de façon un peu... Alors ça, c'est un peu intertextuel de prendre une version presque ralentie de cette musique-là et de la réutiliser dans ce truc-là. Et puis, à ce moment-là, ça se faisait un peu moins. Donc, ça disait quelque chose aussi sur le cinéma. Il y a un truc quand même, juste pour revenir sur rapidement Watchmen, quelque chose que j'ai pas dit à l'époque. Il y a quelque chose quand même que je sauve du film Watchmen et qui fait que quand même, je trouve que c'est pas complètement à foutre à la benne, parce que je me souviens Watchmen. Alors déjà, je vais vous raconter une anecdote sur cette bande-annonce. Je traînais pas mal avec un pote à moi dont le métier était de monter des bandes-annonces en France. Et moi, à l'époque, j'étais technicien, je faisais des affiches de films, je crois, à ce moment-là dans ma vie. Mais du coup, on a regardé cette bande-annonce, on l'a découvert ensemble, et mon ami, du coup, qui était réalisateur, enfin qui est monteur de bande-annonce, me disait « Putain, ça fait chier, les ricains, ils s'emmerdent pas, ils peuvent prendre des super morceaux, ils les mettent, ils en ont rien à foutre des droits, ça marche, de toute façon, ils ont de quoi les payer, et ils mettent des super plans par-dessus, et ça claque. Et moi, je peux pas faire ça. » Donc voilà. Donc cette bande-annonce, vraiment, elle m'avait donné envie à l'époque. J'étais déjà fan de Watchmen. Elle m'avait donné carrément envie de voir le film. Et il y a un truc quand même que je vais vraiment sauver de Watchmen et qui fait que c'est quand même... Je suis un peu tiraillé en fait entre le truc où je me dis putain, mais le fait d'avoir changé des trucs de la BD, ça change vraiment le sens. Mais en même temps, ce film-là, je l'ai vu au cinéma du coup quand il est sorti, évidemment, parce que c'est Watchmen quoi. Et j'ai emmené un pote à moi qui est Charles, dont je parlais d'ailleurs à l'époque, qui est fan de Henri Alcan et dont je parlais tout à l'heure quand je vous disais que Henri Alcan, Des Lumières et des Ombres, c'est un fantastique bouquin. En fait, mon pote, du coup, Charles, il s'en bat les couilles des super... À l'époque, en tout cas, je sais pas si ça a changé, j'imagine que non, mais il s'en battait les couilles des super-héros.
Genre, il en avait rien à foutre. Il connaissait rien du tout. Il voyait Spider-Man, Batman, machin vite fait. Il disait, ouais, c'est les super-héros, mais il connaissait que dalle. Et en fait, du coup, je lui dis, non, viens voir le film et tout. Je te jure, là, il y a un truc intéressant, parce que c'est Watchmen, quoi. Donc, il y a un truc intéressant, et il y a moyen. Et bah, ce mec-là, en fait, on a vu le film ensemble. Et alors certes, pour quelqu'un qui connaît la BD, c'est une version très aseptisée de la BD et très héroïco, un peu niaise de la BD. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la BD, qui ne connaît pas du tout les univers de super-héros et qui ne comprend pas la date fondatrice de Watchmen et à quel point ça a tout changé dans l'univers des comics, en fait, il a vu ce film. Charles, du coup, et à la fin il m'a dit putain, c'était un truc de malade, je savais pas que c'était ça les super-héros. Parce qu'en fait ça paraît évident de dire qu'il y a eu un point de rupture dans les années 4. Si vous êtes fan de BD, c'est évident que Watchmen c'est une date où tout a changé. Il y a eu un avant et un après Watchmen, et ça a été accompagné aussi par Frank Miller et Batman Dark Knight Returns, quoi. Mais du coup, si vous connaissez les comic books, c'est évident en fait, cette date là elle résonne. Oui, il y a eu un moment dans les années 80 où on s'est mis à reconsidérer toutes les légendes du passé, où on s'est mis à reconsidérer les mythes fondateurs par le biais par un angle un peu plus déjà social et un peu plus sombre, quoi. Ça nous paraît évident en fait, même si Watchmen c'est pas que ça, hein. C'est pas du tout que ça, c'est loin d'être que ça, mais déjà ça en fait c'était une date importante pour nous. Mais en fait quelqu'un qui sent pas les steaks des super-héros, qui en a rien à foutre, dont c'est pas les délires, en fait en voyant ça il s'est dit putain, mais je savais pas que ça pouvait être ça les super-héros. Donc quelqu'un qui connaît pas le monde des super-héros et qui est mis face à ça, et que les seules images qu'il a de super-héros c'est des dessins animés avec Superman machin etc, et bah, du coup ça a relancé un petit peu, enfin ça a lancé tout court d'ailleurs un petit peu son intérêt pour l'univers des super-héros. Je sais pas si il a lu d'autres trucs ou quoi, mais je sais qu'en tout cas c'est vraiment un truc, ça a titillé son intérêt. Il s'est dit putain, d'accord, donc il y a des super-héros qui ont des problèmes d'érection, quoi. Genre ce qui est montré dans le film de façon maladroite par rapport à la façon dont c'est montré dans la BD, ça je suis d'accord, mais c'est vrai que sans le recul, en fait, c'est compliqué quand tu sais pas. En fait, tu dis ouais, mais il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des bandes dessinées qui mettent en scène des super-héros qui n'arrivent pas à bander, en fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est cool, quoi, qui est important, quoi. Et je trouve que c'était vraiment cool. En tout cas, la réaction de mon pote Charles face à ça, je l'ai trouvé vraiment cool. Je me suis dit tiens, voilà, bah ça fait un mec qui s'en battait les couilles et là qui s'intéresse et qui reconsidère les mythes des super-héros comme quelque chose de vraiment sérieux et de faisant partie de la pop culture. Voilà. C'est quoi qui a changé avec Watchmen? J'ai presque jamais lu de comics à part un Spider-Man assez récent. Ah, c'est tout qui a changé en fait avec Watchmen. C'est vrai, il y a vraiment un avant et un après Watchmen. Et tu sais, un jour je ferai un live spécial Watchmen où je jouerai à l'adaptation en jeu vidéo, parce qu'il y a eu 2 adaptations en jeu vidéo, Watchmen épisode 1 et 2. Je me souviens, j'y avais joué sur Xbox 360. Ces jeux-là qui sont pas très intéressants malheureusement, parce qu'ils justement, en fait, ils prennent ce que Snyder, c'est une adaptation des films. Ils prennent ce que Snyder n'a pas compris de la BD, mais ils enlèvent tout le reste. C'est-à-dire que Snyder, il y a des scènes dans le film Watchmen où c'est vraiment genre c'est cool pour quelqu'un qui aime la BD. Je pense à la scène, tu te dis ah oui d'accord, il essaie de le mettre en forme comme ça, d'accord, compréhensible. Mais il y a des scènes où tu te dis ah il a rien capté. Et ben le jeu vidéo, ça prend juste les scènes où il a rien capté et ça en fait un jeu vidéo en fait. Donc du coup c'est très peu intéressant le jeu vidéo, mais par contre ça me permettra de parler de Watchmen, dont j'ai un nombre incalculable d'éditions par ailleurs, et je pourrais vous expliquer, si vous voulez, je regarde parce que j'ai genre 3-4 éditions de Watchmen au-dessus de moi, parce qu'il me surveille pour voir si je dis pas de conneries. Mais du coup, et je vous parlerai peut-être de pourquoi est-ce que Watchmen est pourquoi est-ce que déjà Alan Moore est un des plus grands génies de l'histoire de la pop culture, de la culture tout court, et pourquoi c'est vraiment quelqu'un d'absolument immense, et pourquoi Watchmen ça a tout changé, et pourquoi est-ce que c'est toujours vraiment fondamental de lire Watchmen. Si vous avez jamais lu Watchmen, si vous avez jamais même entendu parler de Watchmen, si tout ce que vous avez comme image de Watchmen c'est la série qui n'a rien à voir et le film qui est pas assez fidèle pour être vraiment une belle retranscription, je trouve, de la bande dessinée, franchement, lisez Watchmen. Lisez Watchmen du début à la fin, c'est vraiment un truc, c'est du jamais vu. Moi, je vous dis, il y a ça et Akira. Pour moi, c'est indépassable, c'est indétrônable. Peut-être que ça le sera un jour, hein, je serais ravi de le dire. Mais vraiment, genre, lisez Watchmen. Mais que vous ayez aimé ou pas la série, de toute façon, elle a rien à voir. Donc, c'est un autre délire. Que vous ayez aimé ou pas le film de Zack Snyder, pareil, on s'en bat les couilles, lisez Watchmen. C'est fondamental en fait. C'est pas un truc de super-héros. C'est pas pour ce que ça dit sur le genre du super-héros que je trouve ça fondamental. C'est ce que ça dit sur la nature humaine. Tu vois, c'est vraiment absolument brillant. C'est brillant. Et surtout quand tu le lis jeune. En plus, si vous êtes un peu jeune, quoi, si vous avez pas 20 ans. Et que vous vous dites, tiens, moi, ça a changé ma perception de tout, quoi. Enfin, pas de tout, peut-être pas, faut pas que j'exagère non plus. Mais je veux dire, ça m'a fait réfléchir à des choses. Je pense que ça m'a rendu plus malin, en fait. Je pense vraiment que j'ai commencé à regarder les choses un peu différemment. Et ça a été une date importante, en tout cas, dans ma culture d'amateur de pop culture. Voilà. Donc regardez ça.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça, sur les bandes annonces? Donc oui, je trouvais cette utilisation en tout cas assez pertinente de la chanson des Smashing Pumpkins. D'autant que j'aime bien le morceau, parce que j'aime bien les Smashing Pumpkins. J'adore 1979, c'est une excellente chanson. Ça a longtemps été une de mes chansons préférées, je crois, de ce style. Et j'adore le clip. Le clip est génial. Le saviez-tu? Le clip de 1979, donc 1979 des Smashing Pumpkins, a coûté plutôt très cher, malgré son côté un petit peu brut, parce qu'en fait, il est tourné, c'est un clip tourné en vidéo et qui suit juste un groupe de jeunes qui se baladent et qui vit des aventures de Jones dans les suburbs américains. Mais du coup, alors, la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'en fait le clip a été tourné une fois. Qu'il y a un des techniciens qui a mis les cassettes du clip sur le toit de sa bagnole et qui est parti. Et du coup, ils ont dû retourner tout le clip. Parce qu'à la base, ça devait être un clip beaucoup plus ambitieux, mais ils se sont dit non, on n'a pas tant d'argent que ça pour mettre dans le clip, ça devait être un clip à je sais pas combien. Du coup, ils ont retourné en version low cost, sauf que ça a quand même coûté cher parce qu'ils l'ont tourné 2 fois. C'est un excellent clip, c'est vraiment un très très beau clip. Voilà, si vous n'avez pas vu 1979 des Smashing Pumpkins, c'est fantastique. Voilà. Regarde la BA de 300, tu vas voir. Pourquoi 300 ? Parce que Zack Snyder. Karim, comme on parle de Watchmen, tu as déjà lu le comic Crossed de Garth Ennis et surtout le spin-off Crossed plus 100 d'Alan Moore. Non, je n'ai pas lu ça. J'ai pas tout lu d'Alan Moore non plus, hein, mais tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça cool. Et je vous dis, même les trucs qui sont moins connus, même les Jack B. Quick et les trucs comme ça, je trouve ça chouette. Moi, je suis hyper fan évidemment, j'ai pas lu Jérusalem, mais ça a l'air hyper dense et hyper long. Et là, il va falloir vraiment s'impliquer dans le truc pour que je dise Jérusalem, quoi. Watchmen, je suis un fan absolu. From Hell, je trouve que c'est une des plus grandes bandes dessinées aussi de tous les temps. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un chef-d'œuvre. Et quelques autres que j'oublie. Je trouve que déjà juste ces 3 œuvres-là, si vous ne connaissez pas Alan Moore et que vous avez envie de vous lancer un petit peu dans les BD d'Alan Moore, lisez ces 3 trucs-là. C'est des trucs de malade. C'est trop bien fait, quoi. C'est extrêmement, extrêmement bien fait. Voilà. Et puis j'ai beaucoup de respect aussi pour le mec qui est un espèce de gourou, hein, qui est une espèce de. Je suis pas non plus fan en mode New Age. Hein. Je suis pas non plus un dieu et tout. Hein. Mais je le respecte de ouf pour ses prises de position vraiment assez radicales, quoi, dans ce qu'il considère comme étant éthique. Quand bien même je suis pas toujours d'accord avec lui dans ce qu'il dit, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans son affirmation éthique de voilà, je vais pas me vendre en fait. Je vais pas me vendre quel que soit le prix. Je trouve ça c'est quand même cool. Il a ce délire un peu à la Alpha One. Faudrait un featuring entre Alan Moore et Alpha One. Ça s'appellerait Alpha Moore ou Alan One. Ce serait vraiment, vraiment cool. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites d'intéressant sinon Batman The Killing Joke, ouais. Même s'il le renie un petit peu, je crois, Batman The Killing Joke, mais oui, c'est très bien aussi Batman The Killing Joke. Le gars un peu trop dans l'ésotérisme, mais oui, sa vision de l'humain est sympa à étudier. Ouais, il est un peu chez père. En fait, Alan Moore, il est un petit peu en mode... Déjà, il a un look de mec hyper... C'est Gandalf, le gars, il a une barbe de bâtard, il a des piercings, des trucs... Il a un super style, j'aime beaucoup Alan Moore, je le respecte de ouf. Swamp Thing est absolument fantastique, évidemment. Ce qu'il a fait sur le personnage de Swamp Thing aussi est merveilleux. C'est absolument génial. V pour Vendetta, je sais même pas comment je fais pour oublier V pour Vendetta. Je trouve que c'est une merveille. Une merveille. V pour Vendetta, c'est un chef-d'œuvre immense. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un raté avec l'adaptation cinéma, même si c'est une des meilleures adaptations d'Alan Moore au cinéma, je pense de loin d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment hyper intéressants dans l'adaptation de V pour Vendetta, mais il y a une erreur fondamentale dans la figure du mal en fait de V pour Vendetta, le film. Qui est même une erreur étrange à commettre de la part, j'allais dire des Wachowski, même s'ils ne sont pas réalisatrices, mais il y a un truc un petit peu... Il y a quelque chose de pas compris, je pense, dans la figure du mal comme elle est incarnée par, les méchants de V pour Vendetta. Voilà. Il y a une humanisation qui manque. Il y a en fait, l'esthétique fasciste qui est appliquée sur les méchants de V pour Vendetta dans le film ne correspond pas à l'ultra-libéral, comment dire, c'est quelque chose de très britannique dans la BD en fait, de très libéral britannique, et il y a un rapport à la violence qui est un peu qui est raté raté dans le sens où il tape un peu pas juste par rapport à ce que dit la BD. Où en fait dans la BD ils sont vraiment terrorisés par V. C'est assez important en fait dans le truc. Parce qu'on ressent pas complètement. Il y a un truc un peu 1984 en fait qui s'est glissé dans V pour Vendetta, le film, un peu trop 1984 qui s'est glissé dans le film et qui est pas complètement juste par rapport, je trouve, à la BD. Même si je trouve que c'est pas un film de merde pour le coup. V pour Vendetta, il y a des trucs très intéressants.
Mais voilà. Bolsheviki qui a fait une vidéo spécialement là-dessus, d'accord. Eh ben, je vous recommande de la regarder, même si je suis peut-être pas d'accord parce que je l'ai pas vu. Mais voilà, le message final n'est pas du tout le même dans le film et dans la BD. Oui, tu as raison, mais c'est le même. Et dans Watchmen non plus, quoi. Le changement de fin de Watchmen, quand je l'ai vu au cinéma, ce changement de fin, je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais en fait non, ça change tout le sens du truc, quoi. Et en même temps, je me dis après parfois, mais vous savez, moi quand j'ai vu les X-Men de Snyder. De Snyder, je suis un ouf. Les X-Men de Singer, pardon. Je me suis dit, ok, je comprends, il n'a pas habillé les super-héros comme ils sont habillés dans la BD. Il leur a donné des trucs plus communs. Et il les a habillés avec du cuir noir parce que, d'accord, je comprends, ça peut faire un peu ridicule d'habiller des personnages comme dans des bandes dessinées au cinéma. Et je suis complètement revenu de cette opinion-là. En fait, je suis pas du tout d'accord avec ce que je pensais à l'époque. Non, en fait, je vois pas ce qu'il y a de moins ridicule avec des mecs qui sont habillés en spandex noir, moulant, brillant, shiny, par rapport à en fait des collants lumineux, etc. Alors, je dis ça par rapport au poulpe à la dimension Lovecraftienne de la fin de la BD Watchmen, qui ne se retrouve pas dans le film. Si vous avez vu les deux, vous comprenez tout à fait de ce que je parle. À la fin du film, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui se passe en fait dans la BD. C'est quelque chose qui, quand on regarde la BD, on peut se dire, ça peut potentiellement être un peu ridicule à voir au cinéma. Voilà. Mais non, en fait, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça aurait pu être complètement assumé et montré même en l'état, comme c'est dans la BD. Et puis merde, quoi. Parce qu'en fait, quand tu revois les films de Singer, les X-Men de Singer, ça a vieilli de ouf. C'est-à-dire, c'est post-Matrix de ouf. C'est complètement le début des années 2000, tu peux pas faire plus ancré dans un truc, et du coup c'est complètement anachronique, je trouve. L'esthétique des films des premiers X-Men, quoi, est complètement anachronique, ancré dans un truc, alors qu'à côté de ça, les Spider-Man de Sam Raimi sont à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'ils embrassent la dimension un peu suresthétisé, baroque, extrêmement saturé de la bande dessinée. Et en fait, les films de Raimi, les Spider-Man n'ont pas du tout vieilli, je trouve, alors que les X-Men de Singer sont complètement aux fraises. Donc du coup, je me disais au moment de voir Watchmen, non, peut-être que voilà, ça aurait pu être un peu déstabilisant, un peu ridicule à voir pour les gens, cette fin de bande dessinée adaptée. Et c'est sûrement pour ça, pour des raisons esthétiques, qu'il a changé la fin. Mais en fait, le fait de changer la fin, ça change le sens du truc. Et du coup, ça aurait été beaucoup plus pertinent de garder cette fin-là. Je trouve que ça aurait tout. Et maintenant, en plus, on a vu des trucs beaucoup plus fous maintenant. C'est-à-dire que il se passe quoi à la fin de la BD, mais je vais pas te la spoiler. J'ai vraiment pas envie de la spoiler pour le coup, parce que je la trouve en fait sublime. Même si t'as un peu de recul et t'es un peu cynique, tu vas te dire c'est un peu ridicule en fait. Mais non. Je trouve que c'est pas du tout ridicule, que ça a tout le sens du monde, que c'est d'une justesse parfaite par rapport au propos qui est développé dans la BD, c'est parfait. Il fallait pas changer ça en fait. Et du coup, à l'époque, je l'avais pas capté comme ça, je m'étais dit, bon, il a fait ce petit ajustement parce que, mais non, il fallait pas changer ça. C'est vraiment top. Pour le coup, je suis d'accord. Ah ouais, bah vous vous spoilez tout seul. Alors là, j'y peux rien, les gars, vous spoilez la BD. Bon, c'est pas grave. Merci à toi, Kaiser60. Alors attendez, je vais faire une petite salve de remerciements comme j'ai l'habitude de faire. On se fait encore une grosse demi-heure encore de live et on va se quitter. Merci beaucoup à toi. Donc Guillotine, je t'ai remercié, je crois, je ne sais plus. Let's c'est sûr que je t'ai remercié. Merci à toi Gurito et merci à toi Kaiser71. Tu me dis bonsoir tout le monde. Et Ike le Japon. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais gros bisous à toi. Je t'embrasse très 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 fort. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites d'intéressant? C'est David d'ailleurs qui a changé la fin. D'accord. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas. Ah putain, d'accord, ok. Je pensais que c'était vraiment un truc de Snyder. Je ne me suis pas renseigné sur le pourquoi du comment de la fin. Au contraire, j'ai préféré la fin du film que le comics de Watchmen. Mais non. Alors après non. Moi j'ai un problème en fait avec le sens de cette fin par rapport à ce qu'est le Docteur Manhattan. À partir du moment où il va sur Mars, j'ai vraiment du problème avec Pour moi ça marche pas. C'est pas autant une trahison du personnage que la série, où là c'est vraiment rien à foutre, tu vois, rien à foutre de rien. C'est-à-dire non, tu vois, on a eu le truc en fait, ça nous intéresse pas, mais on va quand même le mettre dans le film, mais ça nous intéresse pas. En fait, ce qui est dit avec ce personnage, c'est une trahison. Franchement, le personnage de Dr Manhattan dans la série, c'est une honte. C'est horrible. Mais c'est quand même pas complètement juste, je trouve.
Bon, après, voilà, vous avez votre opinion, c'est pas grave. T'aimes pas la série HBO? Pas du tout, je déteste la série HBO, mais j'en ai déjà parlé très longtemps. Donc, du coup, je vais pas repartir là-dessus, mais j'aime pas du tout la série HBO. Je trouve que c'est effroyable. Pour un fan de la BD, je trouve que c'est effroyable. Ça m'a même fait mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur que les gens considèrent que c'est Watchmen, en fait. Ça me fait bader. Mais bon. Si vous aimez en tout cas la série, peut-être que je peux lui reconnaître au moins ça, c'est d'avoir relancé quand même l'intérêt pour cette licence. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez aimé la BD, si vous avez aimé la série, pardon, foncez voir la BD, vraiment, lisez-la. Je vous jure que c'est génial. Croyez-moi sur parole. C'est un des plus jolis événements de pop culture de ma vie, donc c'est cool pour moi de la partager. Vraiment, lisez ça, c'est fantastique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc intéressant? Alors, Black Baba, tu me dis quoi? D'ailleurs, suite à ton live sur la série, j'ai enfin acheté le comics. Bah voilà, tu m'as écouté. Et c'est vraiment cool, même si c'est abusé à quel point le film est un copier-coller. Alors, tu vois, ça c'est un truc qui peut être intéressant à discuter, de façon un peu détachée, parce que le film, je vais pas le critiquer autant que la série. Donc, il y a... je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où il y a des plans qui sont vraiment des décalques, en fait, de certaines cases. Se pose une question vraiment très problématique dès lors que tu adaptes en fait une bande dessinée au cinéma, c'est la question du temps en fait. Comment tu gères le temps Donc c'est pas vraiment possible de faire quelque chose de complètement fidèle. Il y a aussi beaucoup de Snyder dedans. Mais au-delà de cette gestion du temps, je vais même pas faire un truc là-dessus parce qu'il y a d'autres, il y a 300 est peut-être plus probant sur cette gestion du temps et comment il comprend le truc. C'est-à-dire qu'en fait tous ces ralentis. Bon, sur le temps, c'est juste la BD ressemble pas à un truc au ralenti. Les combats de la BD, par rapport à la taille des... Autant ça marche pour 300, parce que c'est des grands panoramas que tu peux comprendre comme des longs travelling comme ça, que tu peux ressentir comme ça. Autant, en fait, les cases très réduites de la dimension roman graphique de Watchmen, je trouve, se prêtent pas à l'esthétique... à l'esthétisme, en fait, au côté esthétisant de la mise en scène très ralentie et voluptueuse de Snyder. Par contre, le truc, en fait, c'est qu'au-delà du côté un petit peu décalque des cadres, en fait, non, c'est pas si juste que ça. Parce que moi, ce que je trouve brillant dans la série, dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, à l'exception d'un moment avec Ozymandias, donc le coup de la balle avec Ozymandias, pour tout le reste, ils n'ont pas vraiment de pouvoir, en fait. C'est vraiment des pauvres schlags avec des costumes, quoi. C'est des schlagos avec des costumes. Et ça, c'est cool. Et en fait, tu vois, le fait qu'un coup de poing puisse péter un mur, que n'importe lequel des coups de ce personnage puisse péter une nuque ou péter un mur à volo, ça change drastiquement, je trouve, le sens du film. Mais en tout cas, je suis hyper heureux, Black Baba, que tu te sois intéressé à la bande dessinée. J'espère que ça te décevra pas, parce que je la trouve vraiment, vraiment fantastique. Merci à toi. Zbub83, tu me dis quoi? T'es le plus beau. C'est faux, il y a Georges Clooney. Georges Clooney qui vend du café. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai juste cette tasse Frosties. Vous aimez Frosties? Super. L'ami du diabète. Voilà. Et tu as vu l'Ultimate Cut du Watchmen? Bien sûr, j'ai vu l'Ultimate Cut de Watchmen, que je trouve plus sympathique. J'aime bien en fait le fait qu'il ait fait de l'animation sur le pirate. Merde, j'ai oublié le blaze. Mais l'histoire du pirate, du coup, qu'elles sont en animation, je trouve ça assez cool. Mais en fait, il y a des trucs dans le film que je trouve qui sont cool. Hein. Moi, le générique du début, je trouve... le trailer d'Indiana Jones 5 vient de sortir. On va parler de ça immédiatement, on va le regarder ensemble. Oh putain, je suis très content, Zéro Geralt, ce que tu me dis, on va regarder ça ensemble. Et vous me le dites, mais ça ira aussi, tu me précises, le trailer d'Indiana Jones 5, on va le regarder tous ensemble, on va le découvrir tous ensemble, les amis, puisque c'est une totale nouveauté. Mais du coup, je sais plus ce que je disais, mais je disais que oui, le générique de début, le fait d'avoir mis cette chanson de Bob Dylan, The Times They Are Changing, et de le monter comme ça, là, pour le coup, l'utilisation de l'ultra ralenti est absolument pertinente pour décrire, en fait, c'est le truc de l'Uchronie, en fait. C'est sur le thème de l'Uchronie, son générique. Je le trouve brillant, son générique. La scène de la naissance de Dr Manhattan, je la trouve très belle aussi et très juste par rapport à ce que je comprenais de ce qui voulait être montré dans la BD. Mais il y a quelques trucs qui sont tellement pas justes que ça change le sens du truc. Bref, on arrête de Watchmen, on va Indiana Jones. Voilà.